la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots check. La France de Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de... Conseil, bonsoir de attends, Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight already 401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Il est mercredi, salut Cynthia. Ah non, il n'est pas mercredi, il est lundi. Ah oui, il est lundi, voilà, mais je suis complètement déphasé, moi c'est le jet lag. Mais oui, heureusement que tu es là pour me le dire, parce que disons, moi je me voyais déjà mercredi. Bon, j'espère que vous allez bien, ça va bien? Moi ça va, est-ce que toi t'as bien dormi? Parce que toi ça balade. Bah si, pourtant, et il m'a semblé, hein. Je sais pas, il y a déjà Julo qui se marre, il se moque. Bah, il marque lundi, bah oui. C'est comme ça, c'est le décalage horaire. Bah oui, mais j'ai plus l'habitude de faire autant d'émissions. Vendredi, lundi, mercredi, on n'arrête plus là. Mais bon, c'est pour la bonne cause et puis c'est pour des sujets sympas, donc il faut que ce soit dit. Tout va bien, j'entends rien, bonsoir tout le monde. T'es fatigué mon cher Seb, merci mon cher Jean, je vois que toujours t'es dans le soutien absolu. C'est bien. Nonar 123, bonsoir. Bienvenue tout le monde, hein, évidemment. La chasse embarquée. Comment ça va les amis de l'Andivisio? Mais merci beaucoup, ça fait plaisir de vous voir. Avec toute la fine équipe de la chasse embarquée et leurs vidéos sur YouTube qui sont fabuleuses, d'ailleurs qu'on a mises grâce à eux dans la tente. Voilà. Allez y faire un tour, hein, c'est chouette. Merci en tout cas, un coucou à vous les amis. Bonsoir Cynthia, tu vois. Alors, il a encore besoin de travailler l'orthographe, notre cher Jean. Bien. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Merci Jean. Mais oui. Bisous à toi Jean. Donc, bienvenue dans la zone aéro, la Bretagne en force, c'est ça. Salut Free Flight, j'espère que ça va mieux. Et t'es pas en forme Free Flight ces derniers jours. Comme ça, toi. Donc, émission donc du lundi, tranquille, petit sujet sympa, merci à vous d'être là. Je rappelle évidemment que cette émission donc là est en live mais qu'elle sera aussi sur YouTube et on salue les gens qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et puis à relayer les vidéos. Et non, on n'est pas mercredi, c'est mercredi parce que là avant le mercredi c'est le lundi. Ah oui, fou là, déjà ça m'a perdu là. Ouais. Je vous rappelle que si vous êtes sur Twitch, que vous ne connaissez pas la zone aéro, ça arrive sûrement, et bien vous cliquez en dessous sur la petite notification si le programme vous plaît, et puis vous serez averti par les notifications de début de live. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également nous soutenir si ça vous plaît, je le dis toujours en début d'émission. Des fois on devrait le rappeler au milieu, mais on oublie. Donc je vous le dis au début, vous voulez soutenir le travail de la zone aéro, vous avez différents moyens, notamment pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Le premier, c'est de nous rejoindre sur Twitch en direct avec vos Prime, donc vos abonnements offerts par Jeff Bezos. Merci Jeff. Voilà, merci beaucoup. Sinon, vous prenez un petit abonnement pour 30 jours, ça vous donne droit à toutes les émissions du mois. Ça vous coûte le prix de 2 cafés à peu près. Donc venez faire un tour et en plus, ça nous soutient. Donc, exactement. Merci à celles et ceux qui le font. Il y a le gift aussi, c'est vrai que j'en parle pas, mais le gift, c'est si vous connaissez quelqu'un qui aime l'aviation, vous pouvez lui offrir un abonnement et du coup, il a accès au contenu. Et puis, vous avez aussi les accès au replay quand vous êtes abonné. C'est un petit cadeau qu'on vous fait pendant 14 jours. Vous avez exclusivement accès au replay juste après l'émission si vous ne l'avez pas vu. Il faut penser à nos jeunes cet été. Ouais, c'est un petit cadeau qu'on fait, quoi. Exactement. Voilà. Une émission éducative intéressante. Oui. Et puis, vous pouvez aussi passer sur la boutique de la zone aéro. Le lien apparaîtra pendant le live sur le chat où vous pouvez commander les polos, les mugs, vous avez les stickers, les stylos, il y a plein de choses. Les t-shirts bientôt aussi. Et tout. Voilà, pour cet été, comme ça on va pouvoir frimer avec les t-shirts, ce sera bien. Exactement. Et puis, à propos de... Alors, vous avez aussi Patreon. Si vous voulez devenir patron, entre guillemets, de la zone aéro, on va vous créer cet été, justement, des contenus exclusifs. On en reparlera. Donc, vous prenez un petit abonnement Patreon et on fera des trucs ensemble. Ça devrait être sympa. Et puis, vous avez aussi la page Hello Asso. Si jamais vous voulez passer directement par Hello Asso, c'est aussi un moyen. Enfin, dernier truc, c'est que vous savez, là, on est lundi. C'est le dernier lundi du mois. Mercredi, ce sera donc...
Le dernier mercredi du mois, du coup. Voilà, et l'avant-dernière émission du mois, puisque la dernière, ce sera lundi prochain, c'est Push to Talk. Voilà. Donc, j'ai pas encore les sujets. Ah oui, lundi prochain. Le lundi prochain sera le 30. T'es sûr? Ben, il me semble. Ah, peut-être. Donc, Non, c'est... mais non. Ben, si, je Vendredi, crois. samedi, c'est 31. Samedi 31, Ouais, je crois. t'es sûr? Ouais, je crois. Quasi. Bon, et en tout cas, il y a un Push to Talk qui est prévu lundi prochain, me semble-t-il. Donc, on va vérifier les dates. Mais voilà, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, ce soir, ou la semaine prochaine, enfin, ou mercredi plutôt, on vous annoncera le planning du mois de juin. Sauf que si on fait plus de 5 subs ce soir, c'est un petit défi qu'on lance, plus de 5 subs ce soir, et ben à la fin d'émission, on vous dévoile le programme du mois de juin. Voilà. Alors là, Oui. allez-y, c'est le moment de faire clignoter la Voilà. petite piste là. S'il y a 5 subs en totalité ce soir, gift ou pas gift, peu importe, on dévoile en exclu le programme du mois de juin en fin d'émission. Sinon, Voilà, pas de vous programme au connaissez mois de le- juin, ça sera la surprise. Toutes les émissions, ça sera la surprise. Non, peut-être pas quand même, mais voilà. C'est le petit défi du soir. Bien. Bah écoute, on a fait à peu près le tour. T'as parlé du Discord? J'ai pas parlé du Discord. Le Discord, c'est la discussion entre tout le monde, Vous avec échangez. plein de choses, les programmes, la discussion, S'il y a un le sujet push qui to vous talk. intéresse, Ouais. que vous voulez aborder, vous nous Vous en pouvez faites part. proposer des sujets. Et nous, on sera là N'hésitez pour pas à le faire aussi. hein. trouver les bons Merci invités. beaucoup. Voilà, Discord, il y a le lien. Parfait. Parfait. Bon, bah bon, c'est je crois cool. qu'on a fait le tour. Nickel. Qu'est-ce qu'on fait? On dépose le sommaire? Ah bah allons-y. Allez, plan de C'est vol de parti. l'émission de ce soir. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Attention, t'es prête? Je l'attrape. Tends la main là-bas. Attends, elle est là. Ah mais non mais oh là là, bah, Attends. alors là il m'a carrément écabrouillé. Ouais, là, je suis refais, très vas-y, clair. attention, 1, 2, 3. Vas-y. Oh. Alors, actualité du terminal dans un instant. T'as bien C'est bossé pas au parce qu'il point, y en a là, 3. C'est pas au point là. Oui, mais ça viendra, tu t'inquiètes. Tu sais, Evelyne Ça fait Delia, 6 il a mois qu'on fallu dit ça, 50 ans. mais- Alors, eh oui, et il faut le temps. Donc, actualité du terminal. Mais quel gamin! Non, mais Mais je on pense qu'il va falloir- s'adapte, hein, on n'est pas pro, nous. Hein. Ouais, moi je pense qu'il faudrait faire une émission spéciale pro pour, tu vois, comme Avec Evelyne Pascal et Léa, elles viennent nous apprendre, ou tu vois, Louis Baudin pour toi, quoi. Non, Pour pouvoir nous expliquer comment c'est déjà assez compliqué comme ça, expliquer la carte. Ouais. avec mettre les fonds verts. Voilà, exactement. Alors, actualité du terminal, on a bien bossé, il y en a 6 à vous présenter ce soir sur l'actu globale. Exact. Ensuite, une séquence embarquement avec, on vous l'annonçait déjà depuis quelques semaines. Si vous êtes intéressé à la fois par l'avion et par l'hélicoptère, eh bien c'est là maintenant qu'il faut être, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Jérémy tout à l'heure. Il est à la fois instructeur hélicoptère et pilote d'avion. Donc Là, on va il a pouvoir... le package, lui. Voilà, on va pouvoir faire le distinguo entre tout ça, décrypter les formations, notamment les formations hélico. Si vous avez des questions d'ailleurs à ce propos-là, eh bien, il va falloir les poser dans le chat, puisqu'on va échanger avec lui, et vous pourrez lui poser toutes vos questions à Jérémy. On en reparle tout à l'heure. Voilà, c'est la séquence embarquement avec de ce soir. Squawk-Sierra, merci beaucoup, ça y est, voilà, ça clignote, vous voyez. Merci Squawk-Sierra, donc c'est le premier. C'est le premier. Il en Enfin, manque le plus de premier, 4. juste- S'il y en a 4 de plus, eh ben, on présente en exclu le programme de la zone aéro pour le mois de juin. Ça commence de se tendre là. Allez, ça y est, Donc, c'est bon. Le chrono est lancé. voilà, c'est ça. Et puis donc, 1 heure d'émission à peu près, vers 55, 21h55 à peu près, 50-55. Vous connaissez le principe, hein, foire aux questions, remise de gaz. On parle du programme à venir, celui de mai, sauf si on a 4 subs en plus, on parlera de celui de juin en même temps. Voilà, on a Oh tout là dit. là. On a tout dit. On repousse? Cette tension là. 1, 2, 3. Ouh. Alors, le programme a été déposé. Voilà, écoutez, on attaque directement l'actu. C'est parti pour l'actualité du terminal. Let's go. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement.
Et nous sommes partis pour... Alors, on a aperçu Jérémy derrière. On va le retrouver juste après. Je vais faire ça. Toc. C'est un petit peu la petite surprise là. Hop. Ouais, on l'a vu. C'est C'est comme en 81. Là, toc, il y avait une image subliminale. Ou comme dans les séries, tu sais, quand ils te mettent des petits spots comme ça pour découvrir des petits secrets, ben là c'est pareil. Ils ont vu Jérémy, tac, ils vont prendre les 4 abonnements qui restent. Ouais. Ils vont être au taquet. C'est bon, là, il va y avoir d'autres subs là, c'est sûr. Ils veulent le programme et tout. Alors, j'ai pas mis le titre que tu m'as mis. J'ai mis un ex-PDG au frais. Comme ça, tout le monde comprend. Ah ouais, il est bien au frais là. Alors, vas-y, dis-nous tout. Alors, l'ex-PDG donc, de Air Antilles et Air Guyane, donc, qui s'appelle Éric Coury, a été condamné récemment en fait, à 18 mois de prison avec sursis pour escroquerie et travail dissimulé. Visiblement, entre 2020 et 2021, en période Covid, il aurait un petit peu gonflé les chiffres, donné des boulots à des employés qui n'existaient pas, un peu des travaux fictifs par-ci par-là. Et ça s'est plutôt mal terminé pour lui puisque il a été condamné donc à indemniser les victimes et à payer les sommes et à faire le nécessaire pour pouvoir ne plus exercer pendant 5 ans à la direction d'une entreprise. Il s'est fait gauler quoi. Lui, il s'est fait gauler bien comme il faut, il peut aller manger et chercher les oranges là, carrément. Et donc, Eric, si tu regardes, c'est Eric? Oui, Eric. Ah, il est là, Eric. Salut Eric. On espère que tu aimes les agrumes. Le pauvre, mon Dieu. Enfin, non, pas le pauvre, parce que si vraiment il l'a fait, c'est pas le pauvre. Bah, s'il était condamné, c'est quand même qu'il y a des choses. C'est qu'il l'a fait, exactement. Donc, il a été condamné à peu près 100 000 € d'amende et une interdiction, du coup, d'exercer pendant 5 ans à la tête d'une entreprise. Donc, ah oui, carrément. Ok. C'est pas rien, donc ça va sévir. Et puis en plus, Air Antilles et Air Guyane étaient plutôt sur le déclin. Elles avaient été rachetées et tout ça parce que ça coulait. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible en ce moment pour eux. D'accord. Bon, bah écoute, bon courage à lui. Ouais. On continue et on va parler d'un problème de taille. On allait dire un problème de taille, c'est toujours un problème de taille. Oui, mais là, c'est un problème de taille au sens propre du terme, puisque la Cour suprême espagnole a confirmé une décision obligeant la compagnie aérienne Iberia, compagnie nationale, à adapter l'organisation du travail à bord des Airbus A350. Alors, elle impose notamment de répartir les tâches entre les différents membres d'équipage à bord, donc les personnels navigants commerciaux, notamment en fonction de leur taille, en exigeant qu'au moins un personnel qui mesure plus de 1,63 m, ils ont été précis, 1,63 m, soit présent pour aider à fermer les compartiments à bagages lorsqu'ils sont pleins, parce qu'ils sont trop lourds et trop hauts pour certains employés. Donc ils ont dit non, ça ne va pas, décision de justice, ça ne va pas, donc voilà, il faut faire ça, il faut mettre ça en place. Donc la décision fait suite à une plainte du personnel navigant qui a dénoncé pour certains des efforts physiques nuisibles à leur santé, et la Cour a ordonné Iberia à la fois de peser les bagages cabine pour respecter les limites de 10 kg en classe éco, 14 kg en classe affaires. Donc vous vous souvenez, quand vous pesez aussi vos bagages, il y a le poids transporté, mais il faut aussi souvenir qu'il y a aussi du travail qui est fait toute la journée par des personnels qui lèvent, qui montent les bagages, et c'est aussi à cause de ça. Et Iberia a dit, nous pas de problème, on fait appel. Et l'appel a été rejeté. Donc du coup, la décision elle est définitive, et maintenant, ceux qui font moins de 1,63 m, ils pourront ne pas remonter les casiers. Ce seront les personnes plus grandes qui seront contraintes de le faire parce que voilà, c'est tout simplement plus adapté. Donc c'est un peu unique quand même dans l'histoire de l'aviation espagnole. Ah oui, pour le moins. Eh ben voilà. Puis c'est précis. Je suis resté sur 1,63 m là, c'est... Ben c'est ça, 1,63 m. Celui de 1,64 m, il n'est pas aidé. Eh ben c'est comme ça. Voilà, on continue avec le classement annuel des compagnies. Et voilà, donc le classement annuel est sorti début janvier, enfin mi-janvier plutôt, et ils ont sorti les meilleures compagnies au monde, puis les meilleures compagnies low cost et aussi les pires compagnies. Donc il y a un petit palmarès. Alors pour les pires compagnies, elles n'ont pas forcément été listées dans l'ordre. Donc j'en ai cité quelques-unes. Alors je ne sais pas si on les utilise trop puisque c'est plutôt des compagnies qui sont dans des pays un peu sous-développés, des compagnies qui font des petits transits entre des villes. Donc ce n'est pas forcément des compagnies qu'on va utiliser au quotidien, on va dire, pour nous en Europe. D'accord. Mais au niveau des
du classement donc, annuel des meilleures compagnies, et bien pour la deuxième année consécutive, c'est Air New Zealand qui a encore été élue meilleure compagnie aérienne du monde. Donc quand même avec un beau palmarès, hein, c'est pas rien, 2 années de suite, c'est que quand même ils ont un sacré palmarès. Mais il justifie pourquoi il donne ces prix? Alors, Sur quoi il se base? C'est un ensemble de critères, hein. Il y a la satisfaction client, le rapport qualité-prix, c'est tout un ensemble d'items hein, qui remplissent ce classement en fait. C'est pas uniquement pour le client, il y a aussi les heures, s'ils sont respectés, s'ils sont souvent en retard, il y a tout un ensemble pour justifier. C'est la qualité en règle générale, quoi. De qualité, exactement. Ouais. Okay. Et donc en deuxième donc on a Qantas, du coup son homologue pas très loin, qui lui a, ça fait 2 ans qu'ils se battent pour la première place, donc à chaque fois ils se sont fait ils se tirent la bourre. Ouais, c'est ça. Après on a Qatar Pacific et Emirates, puis Qatar Airways quand même dans les 5 premiers. En low cost, alors on a la première compagnie low cost qui a été la mieux classée, c'est Hong Kong Express. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont à Hong Kong, mais en tout cas, qui a été déjà chez Hongก Express? Ah, qui deuxième seul. Oh, ben voilà, tu vois, on parlait d'Emirates. Ah non, c'est le Red. 41, voilà, c'est ça. The Flying Frog qui arrive avec 41 viewers. Merci les amis. Bonjour. Il était en contrôle tout à l'heure, Pierre, enfin contrôle aérien. Après, je crois qu'il a fait un petit vol. Soyez bienvenus. Les The Flying Froggers et The Flying Froggeuses. Bienvenue les Froggies. Merci à vous. Alors, on vous le dit, les copains, Cacamouette qui arrive, le raid, merci, notre commande de bord. Alors, les amis. C'est ici. Ouais, c'est ici, c'est pas là, c'est là. On vous annonce, il y a déjà un sub qui a été pris. Si on arrive à 5, là, voilà, et ben, on vous annonce en exclu le programme de la zone aéro du mois de juin parce qu'il est bouclé. Normalement, on doit l'annoncer mercredi. Mais si on a 5 subs au total, eh ben, on l'annonce. Voilà. C'est le petit challenge de ce soir. Salut le raid. Oui, c'est ça. Et donc, on est en train de parler de la qualité du classement annuel. Exactement. Des compagnies. Et s'il faut peut-être, Pierre faisait le contrôleur à Hong Kong justement. Ah bah c'est possible. Puisqu'on parlait de Hong Kong Express qui a été la meilleure compagnie low cost. Après en deuxième classe, donc on a le groupe Jetstar qui a été bien classé. En troisième place, Ryanair quand même. Ok. Pas forcément ceux auxquels j'aurais pensé, mais assez bien classé. En quatrième place, EasyJet. Et en cinquième place, Frontier Airlines. Voilà. Donc il y a aucune compagnie française. Exactement. C'est comme ça. Je sais pas comment on doit le prendre, apparemment. On n'est pas très bon au niveau client. Et ensuite, les compagnies les pires à ne pas prendre, donc Air Tanzania. Donc c'est ce que je disais, c'est pas forcément des compagnies qu'on prend tous les jours. Après, il y a Air Zimbabwe. Oui. Donc pareil, Avior Airlines, Blue Wings Airlines et Iran Asemen Airlines. C'est des compagnies qui sont pas très bien classées et c'est surtout au niveau des réglementations européennes où on a certaines règles qui sont imposées et eux ils n'ont pas forcément ces règles-là. Donc au niveau sécurité, les vols c'est pas forcément les mêmes critères que nous on a en France ou en Europe d'ailleurs. Donc mais donc eux ils disent non, vaut mieux pas. Ouais, ils disent qu'il vaut mieux pas aller dans celle-là. J'en cite quelques-unes, hein. Il y a une liste de 25 compagnies, les pires, les meilleures, les plus agréables au niveau low cost. Donc, Et où est-ce qu'on peut retrouver cette liste éventuellement? Alors on peut la retrouver sur le Forbes. Ok. Le Forbes a publié cette liste des 25 compagnies. Ben voilà, vous avez les infos, vous pouvez aller chercher si vous allez vous balader dans certains pays. Allez faire un tour, hein. D'ailleurs il est conseillé d'aller voir. On va dire la réputation et la fiabilité de certaines compagnies. Je ne sais plus comment s'appelle ce site où il conseille, le site gouvernemental qui conseille de vérifier avant de partir en... Sur le site de la DGAC, puis en tapant sur Google, je pense qu'on peut le retrouver. Hein. Ouais. Ok, bon allez voir hein, tout ça. Salut Voice Vince et puis bonsoir aussi à The Flying Madmen. C'est du Skytrax le classement? Non, c'est Forbes. Non, c'est le classement de Forbes. Ok, voilà. Allez, on continue. On va parler d'un déroutement sur Francfort. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un vol EasyJet qui reliait Dalaman à Manchester qui a été dérouté vers Francfort le 24 mai. Pourquoi? En fait, il y a une passagère qui a semé la panique à bord. Il y a toujours des petits trucs insolites qui se passent en l'air. Hein. Elle a crié qu'il y avait une bombe et que l'avion allait s'écraser. Ah, donc ça a mis une bonne ambiance dans la cabine. Ah, j'imagine. Voilà. Et en plus, derrière, elle a tenté d'ouvrir la porte de secours en plein vol.
Elle a même arraché le cache de la poignée. Donc, bonne ambiance. Alors, les passagers, il y en a qui ont flippé. Ils sont intervenus pour l'empêcher avant que l'équipage ne l'attache carrément derrière l'appareil. Il l'a carrément attaché. Oui, c'est le vol sur lequel il fallait être. Hein. L'avion atterrit d'urgence à Francfort, où les passagers ont dû rester plusieurs heures à bord, faute de personnel au sol disponible, parce que c'était pendant la nuit. Et EasyJet a reconnu l'incident et expliqué les retards et les difficultés d'hébergement qui ont suivi. C'était absolument pas prévu, évidemment. Et ils ont précisé que le vol reprendrait le lendemain, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Mais elle n'est pas bien, elle. Bah écoutez, ça arrive. Il y a des gens qui sont pas bien. Mais heureusement qu'elle l'a pas ouverte. Oui, heureusement. Ça aurait été complexe. Ah oui. Je pense que ça aurait été très compliqué. Ouais. Donc voilà, la petite anecdote qui s'est passée le 24 mai dernier. Ensuite, consommateur. Alors ça, c'est pour ceux et celles qui veulent partir en vacances. Tu vois, il y a déjà les sacs, les valises, tout est prêt. Je trouvais que cette image était jolie. Ah d'accord. Je trouvais que ça faisait joli. Puis il y avait chaque couleur. C'est toute la famille. Exactement. Ok. Et tu vois, je trouvais que c'était pas mal parce qu'il y a plusieurs tailles de bagages. Et du coup, ça vient sur le sujet des consommateurs par rapport aux compagnies. Ouais. Et bien, en ce moment-là, il y a un tollé du service consommateur et de l'UFC Que Choisir. Alors, c'est le CLCV, exactement, ça se nomme. Donc, le service des consommateurs, qui dit qu'en fait, ils ne sont pas du tout contents. Et ils ont décidé de mettre 7 compagnies aériennes devant leurs propres difficultés et leur porte-à-faux en lançant une procédure contre eux. Donc ces 7 compagnies, c'est EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling et Wizz Air. Pourquoi ? Pour des pratiques abusives et commerciales illégales par rapport à la taille des bagages. Parce qu'en fait, ils ont une échelle de graduation par rapport au tarif qui est variable. Par exemple, EasyJet peut rajouter jusqu'à 43 € pour un bagage qui n'est pas au format comme ils indiquent dans l'aéroport. Vous savez, vous avez le petit truc où vous mettez votre valise dedans pour voir si c'est au format. Ouais. Et d'une compagnie à l'autre, ce n'est jamais le même. C'est pas standard. Vous avez des compagnies où ça va être 56, l'autre c'est 46, l'autre c'est 52. Et donc, c'est contre ça que les consommateurs souhaitent agir. Oui, ils souhaitent une standardisation. Exactement. Okay. Et on a la Ryanair, par exemple, eux, c'est plus 36 €. Et pour Vueling, pour un bagage grande taille, si ce n'est pas respecté, la taille, ça peut aller jusqu'à 280 €. Donc, c'est pas rien quand même. Et donc, le ministère espagnol a déjà sévi par rapport à ça. Ils ont déjà condamné à une amende de 179 millions d'euros certaines compagnies pour ces pratiques abusives. Donc, il y a bon espoir qu'en France, ça fasse aussi son petit effet. Bon, très bien. Bah oui, il y a Philémon, il dit entre ça la taille minimale des PNC espagnols, il n'y a qu'ici qu'on voit des news pareilles. Eh bien oui, voilà, on vous amène un petit éclairage différent de ce qu'on voit sur les médias traditionnels. C'est ça, si c'est un PNC de 1,64 m, allez, plus 36 €. Paf. Voilà, tu vois, Jean, il dit c'est du vol organisé, il se rebelle, là il est parti. Ah, c'est bon, tu peux aller chercher CLVC. Voilà, CLVC. Si tu veux te renseigner, UFC Que Choisir, voilà. Voilà, tout est dedans. Allez, on continue et on termine avec cette dernière news de ce soir. C'est une compagnie, on en avait parlé d'ailleurs dans la zone aéro, une compagnie qui s'appelle l'Odyssée, qui devait lancer cet été des vols interrégionaux en ATR 72-600. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, Power Idle, c'est Scoxiara qui a pris un petit point, parce que j'entendais un avion qui tournait, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, il a même mis l'effet, tu vois, Odyssée derrière. Là, ouais. En plus, il y a même des points de chaîne pour Cynthia. Hein. Donc, je dis ça, je dis rien. Alors, donc, vol interrégionaux en ATR 72-600 depuis Tours et Nîmes, on avait parlé, ou vers la Corse, Genève, Florence et quelques autres destinations. Et l'Odyssée a dit, on abandonne le projet. C'est devenu officiel, entre guillemets, le 15 mai, à quelques jours du lancement, et cette décision fait suite à un désaccord avec la compagnie qui est donc chargée d'affréter les vols et qui aurait soudainement augmenté ses tarifs. Voilà. C'était les tarifs proposés, derrière, boum, on les augmente, donc voilà. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord, mais surtout, ça rendait le projet économiquement inviable. Voilà, donc ça signait son arrêt de mort. Et EDES, qui est gestionnaire des 2 aéroports concernés, donc je rappelle Tours et Nîmes,
envisagent désormais des poursuites judiciaires. Parce que eux, ils ont mis en place de la communication, enfin, ils ont investi beaucoup sur ce truc-là. Et s'il y a abandon en fait, de la compagnie, eh ben, il peut y avoir des recours possibles. Initialement, la compagnie l'Odyssée, hein, parce que ça s'appelle comme ça, avait déjà réduit son programme de vol depuis Nîmes, déjà à la fin de l'hiver. Donc c'était déjà un petit signe prémonitoire que ça n'allait pas forcément bien se passer. Ben voilà, c'est confirmé depuis le 15 mai dernier. Ouais. C'est comme ça. Et bien à suivre, hein. Ouais. On verra ce que ça donne et si ça continue et comment ça se passe. Voilà, on a fait le tour, on est à l'heure. Toutes vos réactions évidemment dans le chat, hein. N'hésitez pas à commenter, à revenir sur ces infos, à échanger sur le canal général du Discord. Il n'y a aucun problème pour ça, au contraire, cet espace est fait pour vous. Exactement. Voilà. J'attends toujours mon petit Tammy Run to the Sky. Ah oui, ben, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Bon, peut-être qu'il reviendra un de ces jours, je crois qu'il y avait du travail. J'attends toujours bientôt pour les petits jeux historiques, oui. De quoi se cultiver. Bah oui. Bien, bah écoutez les amis, il est 19h UTC, 21h heure locale, parce qu'on est en plus 2 maintenant. Si vous avez des réactions à faire, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire évidemment en temps réel, vous savez comment ça marche. Et puis maintenant, on va parler de plein de choses, on va parler notamment de la différence entre avion et hélico. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais on sait, il y en a avec une hélice devant, l'autre derrière ou au-dessus. Non, mais c'est pas ça. On va vous parler des formations. Et on va vous parler des formations avec notre invité. Il est pilote d'avion, il est instructeur à l'hélicoptère. Vous voulez tout savoir sur les formations PPL hélico, par exemple? Eh bien, il faut lui demander. C'est Jérémy qui est avec nous ce soir pendant 1 heure. Donc, n'hésitez pas. C'est la séquence embarquement avec et on le retrouve tout de suite. Embarquement avec le sujet et l'invité du jour dans la zone aéro. Et il est là, il est avec nous et normalement il doit nous entendre. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous, enchanté. Bah voilà, ça marche. Merci à toi de t'être rendu disponible et puis de venir nous rendre visite dans l'émission, ça fait bien plaisir. Alors, est-ce que j'ai pas trop, comment dire, écorné un petit peu les fonctions pilote d'avion, instructeur hélicoptère, j'ai à peu près bon? En gros, c'est ça, tout à fait. Bon, ben voilà. Attends, il va nous le dire dans la minute de présentation. Bah oui, parce que de toute façon, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, comme le veut la tradition, on va incruster un petit timer qui va venir par-dessous nous, là. Et déjà, en 1 minute, eh ben, on va te demander si tu peux te présenter rapidement. Et puis ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec nous, avec le chat. Et je suis persuadé que tout le monde a des tas de questions à te poser. Ah oui. Donc, il y en a déjà une. Eh ben, il y en a déjà une. On va les mettre de côté. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous, bonsoir. Donc, je m'appelle Jérémy, j'ai 38 ans, je suis passionné par l'aéronautique depuis ma tendre enfance. Déjà à l'époque du collège ou du lycée, mon but c'était vraiment de bosser dans l'aéro plus tard en tant que métier et tout particulièrement dans le monde des hélicos. Très tôt, en fait, j'ai voulu être pilote d'hélicoptère en tant que professionnel. Alors les gens à l'époque me disaient pourquoi pas pilote de ligne, pilote de chasse par exemple. Et moi mon but c'était vraiment d'être dans les hélicos. Le luxe de l'hélico par rapport au monde de l'avion, c'est le pouvoir de se poser n'importe où. Et en tant qu'adolescent, en tant que gosse à l'époque, mon but c'était vraiment de faire ça. Je rêvais dès que je voyais des hélicos un peu voler à droite à gauche, que ce soit des hélicos SAMU, militaires ou autres, hein, et l'envie d'y arriver. Et maintenant, donc je fais ça depuis 18 ans environ et je suis toujours autant passionné et on vit aéro tous les jours et c'est juste grandiose. Donc oui, c'est magnifique. Un conseil, si vous vivez l'aéro dans votre cœur, faites bosser dans l'aéro. Ah bah voilà. C'est beau et la minute est terminée. Magnifique. Alors là, moi j'ai chapeau là. Bah écoute. Ah, la précision, vous avez vu un peu. Ouais, c'est parfait. Et puis la phrase pour terminer, c'était magnifique. Ah ouais. le petit appel. Alors, tu as parlé justement des origines. À moins que tu veuilles poser la première question, Cynthia. Je suis sûr qu'il y en a une qui va t'arriver. Moi, je me demandais s'il avait commencé d'abord par l'avion ou d'abord par l'hélico. Parce que les origines, est-ce que c'est plutôt l'hélico qui a toujours été en priorité ou plutôt l'avion? Alors, pour répondre précisément, en fait, je baigne dans l'aéro depuis tout petit. Mon père a construit un avion, donc on appelle ça les constructions amateurs, hein, membre du RSA, Réseau du Sport de l'Air à l'époque. Donc en tant que gosse, j'ai très vite baigné dans le monde des modèles réduits, de tout ce qui est avion radiocommandé par exemple, et également donc les avions.
Mon origine à l'époque, je viens de Blois-le-Breuil, hein, LFOQ dans le Loir-et-Cher, Blois. Voilà. J'ai commencé très jeune par le planeur. En fait, à l'époque, les copains me disaient, bah, Jérémy, si tu veux piloter en finesse, donc commence par le planeur. Ouais. Donc j'ai commencé par le planeur à l'âge de 15 ans, breveté planeur à 16 ans, et par la suite, logique, je voulais faire pilote d'avion, donc brevet de base à l'époque, quand le brevet de base existait, à 16 ans. Et PPLA, donc la licence européenne pilote privé avion à 17 ans. Et après, j'ai fait l'hélico un peu plus tard, on va dire à 20 ans, 21 ans. Mais de base, oui, j'ai commencé par le planeur, avion. En parallèle, j'ai fait ma licence ULM également. Et après, l'hélico, tout à fait. Et qualifié de tout. Ah, et là, pour le moins. Ouais. Et donc, planeur, avion, hélico, 17 ans, ça me fait penser, tu vois, l'âge auquel on fait le tour aérien des jeunes pilotes, c'est quelque chose que tu as pu faire? Eh ben, exactement, tout à fait. Donc, en étant inscrit à l'Air Club Blois-Vendôme, à Blois-le-Breuil, donc l'ACBV, donc on était membre de donc à l'époque ça s'appelait la FNA, Fédération Nationale Aéronautique. Après, c'était renommé en FFA, d'accord, Fédération Française Aéronautique. Et j'ai fait le TAJP, le Tour aérien des jeunes pilotes en 2007. J'étais sur un avion de type DR400, blanc et jaune à l'époque. Et on a fait Grenoble, Montpellier, un peu Libourne, à droite à gauche. Ça, c'était fin juillet 2007. Et je m'en souviens, c'est une très bonne expérience. Les passionnés revivent ça, se souviennent toujours des bons souvenirs. Et après, j'ai volé donc toujours un peu en planeur, en avion. Après, donc une fois breveté, j'ai pu voler sur l'avion de mon père à l'époque, vers les années 2004, 2005, 2006, etc. Et après l'hélico, oui, en 2007. D'accord. C'est impressionnant. Hein. Donc ça a toujours été vraiment chaque étape. Tu as tout essayé dans l'aviation. Vraiment, En parce fait, que le tour des jeunes quand j'étais pilotes... gosse, quand j'avais 2 ans ou 3 ans, donc mes parents me racontent même que ce qui m'a fait marcher à l'époque, c'était un petit hélicoptère à friction. Et j'ai pu marcher grâce à un hélico. Donc c'est assez mythique finalement que 20 ans après, finalement, je finis dans le monde des hélicos. C'est ce qui m'a permis de marcher à l'époque en tant que gosse. Ah non, mais finalement, en fait, c'est l'hélico avant l'avion, parce que c'est l'hélico qui t'a fait marcher. Et en étant gamin, je construisais les avions en carton. Et après, vite pour faire du radiocommandé, je faisais des avions en balsa et ainsi de suite. Et quand j'avais, je sais pas, 10 ans, 11 ans, je faisais voler paramoteur radiocommandé, planeur, hélico, avion. Voilà, c'était ma passion de l'époque. D'accord. Ok. C'est incroyable. Hein. Voilà. Alors maintenant, moi je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que avion, hélico, tu as vécu donc les différentes facettes, même le planeur, même l'ULM. Si tu devais faire un classement, alors peut-être de l'accessibilité ou de la difficulté, comment est-ce que tu pourrais organiser tout ça? Alors déjà, le type de vol entre un planeur avion ou hélico, alors déjà, ce n'est pas le même besoin. Donc, la machine, aérodynamiquement parlant, ne vole pas de la même manière. Donc, il y a quand même des différences. Après, un altimètre, ça reste un altimètre. Un anémomètre, ça reste un anémomètre. Mais, alors, moi, ma passion à l'époque, c'était voler dans l'avion de mon père. Donc, voler dans l'avion de mon père, j'avais pas le choix, il fallait que je passe ma licence d'avion. Voilà. Mais en tant que métier, je voulais être pilote d'hélico, puisque à l'époque du collège ou du lycée, quand je voyais les hélicos de la gendarmerie passer sur le collège ou l'hélico du SAMU voler, suivre la Loire, etc., je me suis dit, c'est ça que je voulais faire plus tard, se poser n'importe où, hors d'un aérodrome, parce que finalement, un avion, ça reste aérodrome, aéroport, que l'hélico, nous allons hors aérodrome, nous pouvons poser chez les gens, dans un champ, avec l'aspect réglementaire, on le voit, bref, mais en gros, le luxe ce que tout le monde rêve finalement, de voler de ses propres ailes et d'aller n'importe où quand on veut, une sorte de voiture volante, le drone volant que tout le monde rêve d'avoir à la maison. En fait, ce que la machine parfaite finalement, c'est l'hélico, ce qui vous permet d'avancer, reculer, faire un stationnaire, et ça, c'est unique au monde. Ok. Écoutez, voilà. Déjà, ça démontre bien les choses. Oui, je pense que là, ça a classifié si on veut aller partout ou si on veut aller à des endroits spécifiques déjà. Voilà. Donc déjà, ça s'est posé. Après, en termes de technicité, qu'est-ce qui est le plus simple? Alors, ce que je dis souvent en tant qu'instructeur, quand nous avons un élève, donc déjà, c'est d'expliquer les choses simplement, pour pas faire peur aux gens, parce que quand les gens voient l'aéronautique, que ce soit un planeur, un avion ou un hélico, dans la tête des autres, quand ils ne connaissent pas le milieu de l'aéro, pour eux, ça paraît compliqué. Donc, il faut leur expliquer déjà avec des mots simples, que ce soit un avion ou un hélico. Et on explique les choses simplement.
de manière décontractée et les gens se rendent compte finalement que c'est pas forcément plus compliqué que conduire ou une voiture ou un vélo. Et après les leçons, on y arrive. Alors, un hélico, c'est dynamiquement instable. C'est-à-dire quand vous lâchez la commande, le cyclique, l'hélico, 3-4 secondes après, il peut se casser la binette. L'avion, il est dynamiquement stable. Donc, l'avion, il peut continuer à aller tout droit. Donc, un hélico, c'est un pendule. Quand vous l'avez un pendule, c'est un peu foufou. Le pendule, il bouge en permanence. Donc, c'est instable et l'avion, c'est beaucoup plus stable et donc un peu plus facile à piloter assez rapidement. L'hélico, ça reste simple une fois que vous avez été formé après différentes leçons. Ok. Et alors, pareil, on va continuer de rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que s'organise une formation hélico? On sait qu'en avion, on commence par des leçons de base, mania de base, montée, descente, les premiers virages. Après, on fait des variations de vitesse, on utilise les commandes. Comment est-ce que ça se passe en termes d'hélico? C'est le même principe? Moi, je voulais demander avant quelles étaient les similitudes, vraiment, qu'est-ce qu'il y a de similaire dans l'avion et qu'il y a aussi dans l'hélico? Alors, qu'est-ce qui peut être similaire? Déjà, par exemple, quand on apprend à piloter un avion, souvenez-vous à l'époque, votre instructeur vous disait, on regarde au loin, on regarde la ligne d'horizon qui vous sert de référence à plat et c'est grâce à elle que vous arrivez à vous stabiliser. Et finalement, en hélico, c'est un peu la même chose. En avion, on parle de repère capot. En hélico, on parle un peu de repère cabine, la boussole, etc. Mais finalement, c'est toujours notre ligne d'horizon qui nous sert de stabilisation. Donc, ça, c'est la principale règle. Après, les commandes sont complètement différentes et beaucoup plus sensibles en hélico. Quand vous faites une formation, de toute façon, au début, on commence un peu par le niveau pilote privé, que vous fassiez une formation pro ou pas. Les leçons de début, c'est simplement virage à droite, virage à gauche, accélération en avant, on ralentit, etc. On apprend les montées, les descentes. Donc finalement, tout ce que l'on fait, votre avion à l'école, les exercices de base sont la même chose en hélico, mais un peu plus à comprendre la sensibilité. On a tellement envie de bien faire qu'on surcontrôle les commandes en hélico et que finalement, il faut quasiment pas bouger. Et avant d'arriver à ce pas bouger, avant de comprendre qu'il ne faut quasiment rien faire, ça prend un certain temps. Mais au bout de 4, 5, 6, 7, 8 séances, on comprend que finalement, c'est moins on en fait, mieux on se porte. Et que la machine devient stable, et la machine, après, on commence à la maîtriser. Ok. Donc finalement, est-ce qu'on commence par toute la partie, on va dire, vol stationnaire, on décolle, on ne bouge pas, on essaie de maîtriser ça? Pas au début. Ça, on fait ça, on va dire, dans un second temps, mais au début, parce que ça, c'est un peu plus complexe. Et si on commence par ça, la personne peut vite prendre peur que ça devient compliqué. Donc au début, on part en vol. Et on fait simplement virage à droite, virage à gauche, 60 nœuds, 80 nœuds, la vitesse, les montées, les descentes, voilà les exercices basiques. Plus la personne va commencer à faire ces exercices, va gagner en finesse sur les commandes. Et après, donc ça c'est ce qu'on appelle le vol HES, hors effet de sol. Et après, une fois qu'on a un peu maîtrisé cette partie en vol, on commence à la partie sol, ce qu'on appelle le DES, le dans l'effet de sol. Dès qu'on vole, on va dire à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres au-dessus du sol, par exemple. Et là, on va pas commencer à partir, de maîtriser le stationnaire, les rotations droite, rotation gauche. Mais ça prend un certain temps. Ok. Alors, il y a quelques réactions dans le chat. Alors, il y a FreeFlight qui fait un petit clin d'œil à Blois en parlant de Fred, Michel, etc. Les pirates de Blois. Tout à fait, exactement. Tout le monde se connaît, c'est un petit monde, donc c'est exactement ça. Voilà. Et il y a Vince qui dit une voilure tournante n'est pas faite pour être en l'air. On peut dire ça ou pas? Oui, tout à fait. De base, un hélico n'est pas fait pour voler. C'est l'homme, c'est l'humain qui fait pour que l'hélico vole. Mais si l'humain n'est pas là, l'hélico, il se casse la figure finalement. Ok, donc en fait l'hélico il en fait qu'à sa tête et c'est l'humain qui lui dit reste là. C'est exactement ça, tout à fait. Ok. Bon, très bien. Donc on a parlé de hors effet de sol. Effet de sol, c'est quoi donc la grosse différence entre les deux? C'est un monde à part entière? Pour expliquer simplement, un hélico, on a un rotor principal, 2 pales, 3 pales, 4 pales, etc. Ce rotor fait un certain diamètre. Un petit Robinson 22, on va dire, on a un diamètre de 7 mètres. Un R44, un hélico 4 places, on est dans les 10 mètres. Donc ce chiffre, 10 mètres, dès on va la convertir en hauteur pour nous. Et dès qu'on est donc inférieur à ce diamètre rotor, on peut dire qu'on est dans l'effet de sol. Et au-dessus, entre guillemets, on est hors effet de sol. Ok.
Donc si un hélicoptère fait un stationnaire pour faire du levage, par exemple, pour soulever une charge, n'importe quoi, hein, bref, si l'hélicoptère est en stationnaire à 40 mètres, bah, il sera hors effet de sol puisqu'il sera plus proche du sol du tout, quoi. Ok. Donc en fait, on est hors effet de sol très rapidement. Assez rapidement, tout à fait. Ouais. Ok. Et là, on parlait de tractage. Je repense à récemment, il y a eu quelques incidents avec des crashs aériens et ils ont fait des tractages d'avions. Est-ce qu'il y a une spécificité pour qu'un hélicoptère puisse faire un tractage? Est-ce que tous les hélicoptères peuvent le faire? Alors oui et non. En gros, oui, nous pouvons voir sur les réseaux sociaux ou dans les actualités, des fois quand un avion se vache dans un champ, j'utilise le terme vacher parce que voilà, bref, et finit dans un champ, souvent au lieu de démonter l'avion, qui demande des moyens assez importants pour rouler au sol, etc. Des fois, les compagnies d'assurance préfèrent reprendre l'avion par voie des airs, c'est-à-dire on fait appel à une société de levage. Donc on peut prendre un hélicoptère écureuil du constructeur Airbus Hélicoptère. Sous l'hélico, on peut soulever une certaine charge en fonction du type d'hélicoptère, en fonction de la puissance du moteur, et on peut soulever, on va dire, 800, une tonne, etc. Et oui, on prend un câble et on soulève l'hélico et on va le ramener à un endroit où on va pouvoir soit le démonter ou le ramener à l'aérodrome le plus proche pour faire des réparations. Pas tout à fait. Ok. Effectivement, il y avait une qui dit très utile en montagne, parce qu'on trouve aussi beaucoup les hélicos en montagne pour pouvoir aller se poser là où c'est escarpé. Oui, il n'y a pas beaucoup de... Exactement. Ce qu'il faut comprendre, donc nous, on bosse dans le monde professionnel des hélicos. Un hélico pour nous, c'est une machine de travail, une machine comme une grue, comme une moissonneuse-batteuse par exemple. Donc pour nous, c'est un outil qui vole du lundi au dimanche, de janvier à décembre, et les besoins fait que donc on vend les prestations comme une société de camions peut vendre un camion pour du transport tout simplement, et l'hélicoptère fait du transport ou de levage ou du travail aérien par exemple, de la surveillance de ligne ou autre, et l'hélico, par exemple, pour mettre une antenne dans un champ, des fois il n'y a pas d'accès dans ce champ pour faire venir des grues ou des camions ou autre, et le constructeur pour mettre l'antenne va choisir de mettre l'antenne par hélico, puisque finalement au sol on n'aura pas eu besoin de préparer des chemins, etc., qui peut finir être très coûteux pour la construction. Donc on va choisir l'hélico. Donc l'hélico va coûter finalement moins cher que préparer les installations au sol, et une antenne peut être mise par levage par exemple. Ok. C'est impressionnant, hein. Ouais. Et donc c'est juste l'hélicoptère, sa motorisation quelque part qui peut amener à ça. Après, toute coque d'hélicoptère peut le faire. Un hélicoptère en soi c'est très léger. Un hélicoptère ça peut peser entre une tonne 200, une tonne 500, voire plus en fonction du type. Mais un hélico peut soulever des fois plus lourd que son propre poids. À l'époque, l'hélicoptère Lama, qui était assez connu dans le monde de la montagne, en Suisse, en France, etc., le Lama pouvait soulever plus lourd que son propre poids, tout à fait. Ok. On peut peut-être afficher l'écran. Je vais essayer de t'incruster sur le côté, voilà. Et puis de voir ensemble les différents hélicoptères qu'il y a au sein de Mont-Blanc Hélicoptère, chez qui tu es. Alors, hop, est-ce que j'arrive à l'incruster? Oui, voilà. Et est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit détail des différentes machines? Alors, tout à fait. Donc moi, je bosse dans la société Mont-Blanc Hélico sur la base de la région parisienne, la base de Paris-Saclay-Versailles, donc l'aéroport de Toulouse-le-Noble qui est assez connu sous le nom de Toussus dans le monde de l'aéronautique. Et chez Mont-Blanc, nous avons environ, on va dire, 80 hélicos, ou 90, et nous faisons pas mal de prestations. Donc nous faisons tout ce qui est école de pilotage, tout ce qui est formation pilote privé, formation pilote pro par exemple. Nous avons également une branche transport de personnes, transport de passagers, pour faire du transport d'un point A à un point B, de la dépose de mariés par exemple. En parallèle de ça, nous avons également une branche SAMU, les différentes bases de SAMU en France, en Guyane aussi par exemple. Nous avons ça également des hélicos en Suisse, et nous répondons à pas mal de besoins. Nous avons également une branche travail aérien, tout ce qui est photo, vidéo, surveillance, levage. Et donc si vous voulez, l'hélicoptère, ça répond vraiment à pas mal de demandes en permanence. Et donc nous, pilotes, nous faisons tout ça en fonction de nos qualifications, et nous pouvons être amenés à voler en France, etc., un peu à droite à gauche, quoi. D'accord.
Alors, il y a justement cette réaction qui est très justifiée de Vince qui dit Mont Blanc hélico à Paris. J'aurais plus pensé que c'était en Savoie. Pourquoi cette origine? Alors, de base, la société, elle est basée à Annemasse. Donc, la société Mont Blanc, qui est au pied du Mont Blanc, hein, que vous connaissez tous, oui, elle est basée dans les Alpes, donc voilà, en Savoie. Et nous, on est une antenne, on est une base secondaire de la base principale, comme il peut y en avoir d'autres hein, en France. Donc, nous, on est la base de Paris. Ok. Et alors là, je suis en train de slider, là, de voir un petit peu tous les hélicos qui existent. Il y en a un paquet. Toi, tu es qualifié sur tous? Alors moi j'ai la chance d'avoir pas mal de qualifications dans ma carrière, je vole à peu près, oui j'ai pas mal d'hélicos, environ 10 qualifications de type où je peux voler donc sur R22, 44, etc. Écureuil, EC135, Agusta, Cabri, donc oui on vole sur pas mal de machines. Ok, bah là on est en train de les montrer. Alors quelle est ta préférée? Alors, cette question m'est quasiment assez souvent posée. Réellement, j'aime tous les hélicos. Chaque hélico répond à son propre besoin. Donc, on aime aussi bien un hélico de place, un hélico de type Cabri, par exemple, qui peut servir pour la formation de pilote. Mais on aime aussi bien le gros hélico de type EC135 ou Agusta ou Écureuil pour un transport de personnes où on est un peu plus nombreux, où on peut être 3, 4, 5, 6, etc. Donc, en tant que pilote pro où on vole tous les jours, ce que l'on aime finalement, c'est varier aussi, changer de machine, ce qui fait la richesse du métier. Voilà. Ok. Et donc, en instruction, tu es capable de délivrer de l'instruction vraiment sur toutes ces machines-là? Tout à fait. Après, on marche en fonction de l'expérience acquise et ainsi de suite. Mais oui, un client, demain, peut nous appeler. On peut faire aussi bien un vol en Cabri qu'en Écureuil, en EC135 ou autre, en fonction. Tout à fait. Ok. Et là, tu parlais d'une dizaine de qualifications finalement. Comment ça se passe? Il y a des règles en fait, il faut avoir fait un certain nombre d'heures pour les qualifications. Est-ce qu'on peut avoir autant de qualifications? Nous, on est peut-être un peu plus restreint en aviation, je ne sais pas comment ça se passe en hélicoptère. Oui, alors si vous voulez, il y a différents types de réglementations, mais il y a tout ce qui est le monde de l'école, après il y a le monde du transport, après il y a le monde du travail aérien. Les réglementations sont un peu différentes en fonction des trois items là qu'on vient de citer. En gros, après, on vole tous les jours. On a un rythme de vol qui est assez conséquent, qui fait, on s'entretient tous les jours finalement. On fait des révisions en permanence, qui fait qu'on arrive à rester frais niveau connaissance sur les machines. Mais si par contre on est amené à ne plus voler sur une machine, après on est obligé de faire du réentraînement ou une requalification. Après, ça dépend de chacun. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous décrire une journée ou une semaine, je ne sais pas ce qui est plus adapté, de ton quotidien? Comment est-ce que ça se passe? Alors, donc les semaines, on va dire, une semaine généralement se ressemble, mais les jours sont complètement différents. Alors déjà, en région parisienne ou dans le sud ou n'importe où, on va dépendre de la météo. On va dépendre, est-ce qu'il fait beau, pas beau, est-ce qu'il y a du vent, les clients qui ont demandé des vols. Donc on peut aussi bien prendre un hélico 4 places pour faire un vol d'initiation, une séance de pilotage pour faire découvrir à une personne la sensation de pilotage d'un hélico. Et 3 heures après, on peut être amené à faire une sorte un baptême de l'air à 3, 4, 5 personnes pour leur faire visiter les châteaux du secteur. Donc, il n'y a pas de routine finalement. On est affecté à une base, donc moi je suis affecté à la base de l'Ouest parisien, mais on peut être amené à aller à Bordeaux, d'aller dans le sud, d'aller à Deauville, et les plannings se font un peu au jour le jour. Et c'est ce qui fait que le métier reste assez vivant, puisque finalement il n'y a pas de routine qui s'installe. Quand on n'a pas de vol, finalement, on gère les machines, on nettoie les machines, on fait le monde de la paperasse, il faut bien remplir les papiers également. Donc en parallèle de tout ça, en fait on n'a pas le temps de s'ennuyer finalement, les journées sont vite chargées, quoi. Et alors, il t'arrive aussi de faire des vols, on va dire, un peu VIP, c'est-à-dire qu'on prend un client, on l'emmène à un endroit donné, on le ramène, ou là finalement c'est de la navigation, quoi.
Tout à fait. Ah oui, oui, le monde de l'hélico, le but c'est également de transporter des personnes hein, au départ de n'importe quelle base. Nous, on peut être amené aussi bien à décoller de l'héliport de Paris, donc l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, sur le bord du périph', hein, que les Parisiens connaissent, à prendre une personne, deux personnes, trois personnes, et à les emmener soit dans une ville très proche, ou à leur faire visiter un peu les châteaux du secteur. Donc en fait, il n'y a pas de vol type, mais ça peut être n'importe quel type de vol, ou alors du travail aérien, surveiller des lignes, ou faire de la photo, vidéo pour des événements sportifs, par exemple pour le Tour de France vélo, ou alors les images de l'année dernière, tout ce qui est JO, hein, l'Olympique l'année dernière, bah, les images, par exemple, étaient tournées par hélico pour après alimenter TF1, France 2, France 3, etc. quoi. Et c'est vous qui vous occupiez justement de ces événements-là? Tout à fait, exactement, c'est ça. Ah, donc vous êtes sur le Tour de France. Moi, j'étais pas un des pilotes parce que moi, j'étais à faire autre chose. Mais nous avions X pilotes, 5-6 pilotes dédiés en permanence pour ce type d'événement. Tout à fait. Ok. Et donc, par exemple, si je reprends par exemple l'AS 355, parce que je crois que c'est ceux-là qui sont affectés sur le Tour de France, où il y a des caméras, etc. C'est... Le Tour de France vélo, par exemple, oui, on peut avoir des hélicoptères aussi bien monomoteurs que bimoteurs, en fonction de la réglementation et du lieu qui va être survolé ou pas, en zone d'habitation, les agglomérations ou les zones un peu plus à la campagne. Et on peut être amené, oui, à mettre des hélicos de type écureuil pour transporter les personnes, transporter les VIP et faire tout ce qui est relais transmission radio, relais transmission vidéo également. Ok, ben voilà, Donc, en fait, on met un visage sur le Tour de France, évidemment. Ouais, c'est un métier assez riche finalement. On se rend compte qu'on est amené à tout faire. Ou alors un exemple, imaginons que demain, ou alors cette nuit, il y a une grosse tempête de vent. Demain, cette nuit, il y a plein d'usagers qui ont plus de courant chez eux à la maison. Demain matin, RTE vous appelait, le EDF, et le but, c'est de survoler les lignes pour restaurer le courant aux usagers le plus rapidement. Et comme RTE possède leur propre hélico, mais n'ont pas forcément un nombre, ils n'ont pas beaucoup d'hélicos répartis en toute la France, donc ils peuvent nous appeler, nous, société, pour emmener des observateurs dans l'hélico et d'aller surveiller les lignes, de voir s'il y a des chutes d'arbres, des ruptures de poteaux, des usures de lignes. Et le but, c'est de rendre et d'amener les équipes au plus près, au plus vite, pour rendre le courant aux usagers le plus rapidement. Ok. Donc quand je disais au tout début que l'hélicoptère était un outil de travail, oui, c'est vraiment un outil de travail en fait, tout simplement. Et comme j'explique souvent aux personnes, un hélicoptère, donc oui, on est d'accord, c'est un certain coût à l'achat, mais votre hélico, il vole en permanence. Pour comparer simple, une moissonneuse-batteuse pour un agriculteur, la moissonneuse, pour lui, elle va être rentable en juillet et au mois d'août, pour les moissons par exemple. Le reste de l'année, la moissonneuse va dormir sous le hangar. Vous, l'hélico, il va voler du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Donc quand vous faites vos Excel et vos calculs, le ratio fait que les budgets, ça n'a rien à voir, tout simplement. Ouais. Ok. Voilà. J'ai loupé le message de Cargolutz, on le salue tout à l'heure. Il y a déjà quelques questions. Alors, on va les prendre un petit peu dans l'ordre. On va commencer par celle-ci. Alors il y a Vince qu'on a posé beaucoup. Pour des travaux, il faut sûrement anticiper les manœuvres, temps de vol à vide, avec charge, transit interdit, etc. Ça doit être un autre métier que les promenades de riches, entre guillemets. Alors, oui, ce sont deux types de vols différents. Donc, ce qu'on appelle un peu vulgairement promenade de riches, c'est ce qu'on appelle le transport de personnes. Et à côté, ce qu'on appelle tout ce qui est charge, c'est tout ce qui est travail aérien, pour monter par exemple des poteaux ou alors des poteaux de téléski à la montagne, etc. Oui, ce sont des vols complètement différents, mais que le pilote apprend dans tous les cas dans sa formation initiale et après dans sa spécialisation de ce type de vol. Et en permanence, le pilote d'hélicoptère étudie est-ce qu'il faut qu'il emmène beaucoup de carburant, moins de carburant, est-ce qu'il faut alléger un peu l'hélico ou pas en fonction des charges. Et donc tout ça, ça s'étudie, oui, avant la mission. D'accord, ok. Ça répond un petit peu, ou en tout cas ça introduit la question suivante. Est-ce que c'est le pilote qui gère sa mission de A à Z, ou vous avez un bureau ou des opérations qui sont chargées justement d'étudier ça en amont?
Alors, cette réponse va dépendre des sociétés. Nous, généralement, donc on a le service opération qui peut nous gérer en avant du vol tout ce qui est autorisation réglementaire, etc. S'il y avait des demandes, des dérogations, par exemple. Mais après, dans tous les cas, ce sont les pilotes qui gèrent également les futures demandes, puisqu'il faut qu'il y ait le regard du pilote. S'il n'y a pas le regard du pilote, il peut vite y avoir des erreurs ou des bourdes, par exemple. Donc en fait, c'est un ensemble d'équipes, c'est un travail d'équipe qui fait qu'une mission est menée du début jusqu'à la fin. Ok. Et donc, par exemple, parce qu'on a reçu, je me souviens de Julien, par exemple, qui était pilote sur Hélice Mur, c'est des choses que vous pouvez être amené à faire ou c'est des services bien particuliers? Alors, moi, je pourrais faire du SAMU, puisque j'ai la qualif EC135 par exemple, je pourrais faire du SAMU. C'est juste que moi, à l'instant T, je n'ai pas l'envie de faire du SAMU, puisque je vole sur pas mal d'autres vols à côté. Après, on n'a pas le temps, en fait, on n'a pas le temps de tout faire. Mais oui, je pourrais être amené à faire des mises en place d'hélicos à droite à gauche pour emmener des hélicos. Mais après, les pilotes d'hélicos du SAMU qui sont en poste, ils sont là en fonction d'un planning d'équipe où ils peuvent dormir à l'hôpital, être dispo, etc. Donc en fait, on a chacun son métier en fonction de sa spécialisation. Donc oui, je pourrais le faire, mais à l'instant T, j'en fais pas parce que pour l'instant, c'est pas prévu entre guillemets quoi. Oui. Ok. Est-ce qu'on demande une formation spécifique à ajouter puisque le SAMU c'est quand même dans le médical? Est-ce que les pilotes de SAMU par exemple ils doivent avoir une formation spécifique pour s'occuper du patient ou des médecins à l'arrière? Chaque poste dans un équipage a ses fonctions. On aide pour que le travail d'équipe se passe au mieux possible, mais un médecin reste un médecin. Le pilote est le pilote. De nos jours, on a un TCM, un membre d'équipage également qui assiste le pilote. Donc on fait tout, on s'aide entre nous tous, si vous voulez, mais après chacun a sa tâche, quoi. Un pilote n'est pas médecin non plus, donc chacun fait en fonction de son métier, quoi. Cette question de Philémon, est-ce que l'émergence des drones civils notamment ont eu un gros impact sur l'activité de l'hélico de travail? Alors, le drone, alors oui, on en parle de plus en plus dans l'aéronautique dans tous les cas. Alors depuis, j'ai envie de dire, depuis 4-5 ans, oui, on sent que le monde des drones est venu s'implanter pour tout ce qui est petites missions, pour tout ce qui est photos aériennes, etc., qui reste assez simple. Mais dès qu'on va emmener du matériel assez lourd, des caméras assez lourdes de manière en résolution et en gyrostabilisé, etc., ça reste un hélico. L'hélico, on dépend de la météo, mais moins qu'un drone. Donc finalement, l'hélicoptère est quand même mis sur beaucoup de missions et sera, à l'instant T, entre guillemets, pour l'instant, est pas remplaçable par rapport aux drones. Pourtant, les drones sont de plus en plus performants, hein. On peut voir des drones, la technologie s'améliore à ce niveau-là, hein, même pour tout ce qui est batterie, l'autonomie des batteries, etc. Mais l'hélico n'est pas encore remplaçable sur l'ensemble des missions. Et en termes d'autonomie, justement, parce qu'on sait, les drones, la capacité, enfin, leur autonomie, je parle pour des drones civils lambda, elle est quand même assez restreinte. C'est combien pour un hélico? Tu vas me dire, ça dépend des modèles, mais en général, en gros. De toute façon, tout ce qui est drone, on va dire, on tourne à 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, ou un peu plus en fonction. Après, on change la batterie et ça repart pour un tour. L'hélico, en fonction du matériel embarqué, en fonction du nombre de personnes embarquées, donc on fait un compromis entre tout ça. Et on va mettre plus ou moins de carburant. Donc généralement on part en hélico pour au moins des vols d'1h30 par exemple, ou plus, puisqu'après plus on met du carburant, plus l'hélicoptère s'alourdit. Donc en fait c'est un équilibre, un calcul entre tout ça qui fait est-ce qu'on va être obligé de ravitailler à un endroit ou pas. Parce que justement, je raccroche encore une fois sur le Tour de France, mais c'est aussi des images que les gens ont en tête avec... les hélicos, on les voit en arrière-plan des fois, on voit l'ombre des hélicos quand ils filment au-dessus de la course. On s'imagine que sur une étape qui dure 4 heures, 5 heures, il faut prévoir une rotation parce qu'il faut remettre du carburant dans les hélicos. Alors oui, les hélicos se relayent, hein. C'est pour ça que il y a quand même pas mal d'hélicos sur le Tour de France quand même. Et il y a des endroits prévus en fonction. Après, il y a aussi des pubs, hein, qui sont prévus pendant les compétitions. Donc si vous voulez, chaque moment est bien organisé pour que l'hélicoptère soit là au moment voulu, tout simplement. C'est ça.
Et c'est briefé avant, par exemple, sur un événement comme ça, ou les JO? Oui, en fait, ces missions-là sont préparées, mais 6 mois en avance. Et les pilotes qui sont sur les images du Tour de France préparent les vols, mais au moins 3 à 4 mois avant, tout à fait. Et Ok. sur quel type de carburant on est? Parce que j'imagine que pareil, c'est un carburant qu'on ne trouve pas partout. Alors, le carburant pour ces types d'hélicos, c'est un peu le même carburant que vous mettez dans les avions de ligne. Donc, on appelle ça vulgairement le kérosène, hein, on peut dire le jet A1, qui alimente les turbines. Et principalement, il y en a quand même pas mal sur pas mal d'aéroports un peu en France, répartis à droite à gauche. Et après, nous, en hélico, on peut avoir des camions qui embarquent également du carburant et pour ravitailler les hélicos hors aérodrome. Tout à fait. Ça peut être faisable aussi. Ça, c'est faisable. Donc, en fait, Exactement. quand on les voit se poser dans les prés, ça peut être aussi pour un refuel. Ah oui, on a la partie logistique qui nous suit, hein, comme les montgolfières ou les remorques pour ramasser la montgolfière qui s'est posée. Et de nos jours, on parle de plus en plus d'écologie hein, également, et on parle du SAF, tout ce qui est biocarburant. Et le but, c'est que les constructeurs approuvent les carburants entre guillemets bio pour parler de consommation moindre. Etc., etc. Donc on y vient à tout ce monde d'amélioration. Ça prend du temps parce que ça demande de la certification et surtout de nos jours, tout est long au niveau paperasse réglementaire, mais on y vient. Ok. On salue Lufthansa qui est arrivé, qui nous a dit coucou. Et cette question, chaque modèle a son utilisation. Donc modèle d'hélicoptère, je suppose que est-ce qu'on peut brosser un panel global? Bon, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Transport, surveillance de ligne, apprentissage. Donc tu disais, il y a la motorisation qui change selon le travail qu'on fait. Tu disais aussi la partie autonomie. Est-ce que tout ce qui est technologie à bord, avionique et ce genre de choses, ça rentre en ligne de compte? Alors, oui, si on va comparer un peu les hélicos. Par exemple, un hélicoptère de type Cabri, un hélico 3 pales de la classe des 700 kg environ en masse maximale, on emmène 2 personnes. Donc cet hélicoptère peut servir beaucoup pour tout ce qui est école de pilotage, peut également servir pour tout ce qui est vol d'initiation, voilà par exemple. Après, si on veut passer la gamme un peu au-dessus, si on est un peu plus nombreux, on peut prendre le R44, voilà sur la photo qui est devant. Donc le R44, c'est l'hélicoptère par défaut pour emmener 4 personnes, le pilote plus 3 passagers. Voilà. Là, on est dans la classe d'un hélico qui pèse en masse max 1134 kg, d'accord, en une vitesse environ de 200 km/h, tout à fait. Et en fonction, s'il y a plus de personnes, d'un seul coup, là, oui, on peut prendre par exemple un hélicoptère de type Écureuil, où là, on est dans la classe des hélicos qui pèsent aux alentours des 2 tonnes 250, avec une turbine, on peut dire en 600, 700 chevaux par exemple. Et derrière, on peut mettre 4 personnes derrière, une personne devant, à côté du pilote. Et donc, avec un peu plus de bagages à soulever. Donc, réellement, on va choisir l'hélico par rapport à est-ce qu'il y a beaucoup de bagages, est-ce qu'il y a beaucoup de passagers, et ainsi de suite. Et après, la distance sera calculée si, est-ce qu'il y aura des ravitaillements à faire. D'accord. Alors, tout ce qui est monoturbine, biturbine, parce que là, je vois, est-ce que tu peux nous donner un petit tips pour les reconnaître si on les voit? Tout à fait. Alors, pour reconnaître un mono et un bi, il faut regarder souvent un peu à l'arrière de l'hélico, là au niveau de la poutre de queue, de la jonction fuselage et poutre de queue, on essaye de compter le nombre de tuyères. Là, sur la photo que vous avez devant vous, donc là, vous avez le H125, et ça, c'est ce qu'on appelle l'écureuil. Vous pouvez voir, il y a une seule tuyère de sortie. Donc là, par exemple, vous savez que c'est un mono, donc une seule turbine. La photo du milieu, vous avez un écureuil bi. Donc l'AS 355 et celui-ci a 2 sorties tuyères, donc là vous savez que c'est un biturbine par exemple. Le Dauphin à droite, le bleu, pareil c'est un hélicoptère biturbine, vous avez 2 tuyères en sortie. Voilà, c'est comme vous pouvez comparer un hélico par le nombre de sorties de tuyères, quoi. Le Dauphin, enfin je pense aussi à certains écureuils, Dauphin, c'est des noms qui parlent parce que les militaires aussi étaient équipés de ces appareils-là. Tout à fait. Alors, dans le monde du militaire, on aime bien donner un nom d'animaux. Vous avez le tigre, le caracal, le panthère, le cougar et la gazelle, etc., qui font office, oui, aux hélicos militaires, tout à fait. Et le Fennec, par exemple, c'est l'hélicoptère biturbine qui équipe l'armée de l'air et de l'espace donc en France, l'armée de terre française, par exemple.
Ok. Et une raison particulière que ce soit des noms d'animaux? Est-ce que... Alors la raison particulière, je vais pas trop m'avancer parce que là je sais pas trop la réponse, mais ça a toujours été comme ça de renommer un nom d'animaux pour définir les hélicos, les aéronefs militaires, quoi. Ok. Merci Philémon qui a relayé, pour ceux que ça intéresse, l'émission qu'on avait faite avec Julien justement sur les H135, 145 je crois, 135 du SAMU. Donc merci beaucoup. Vous avez ça en replay si ça vous dit. Et là, on parlait tout à l'heure Oui. du transport de personnes. Donc là, une personne lambda peut dire venir chez vous et là, j'ai envie d'aller faire un tour. Tout à fait, nous sommes ouverts au public, au grand public, donc que ce soit des privés, donc nous, ou des entreprises pour du transport de personnes. On peut faire des cadeaux d'anniversaire, on peut faire des enterrements de vie de jeunes filles, enterrements de vie de jeunes garçons, des demandes au mariage, des déposes de mariés dans des réceptions de mariage. Wow. Donc tous ces types de prestations, oui, c'est entièrement faisable en hélico. C'est ça qu'il Et- faudrait que je fasse un de ces jours. Et alors, Je viens avec eux, ils me posent à l'école, au milieu du parking, là, hop, ça serait classe. tu arrives à l'émission là, parachuté, même pas parachuté, Mais non, je peux pas. treuillé en Alors, hélico là, arrivé à l'émission. une demande de fiançailles, par exemple, ça peut se faire également en hélico. Et ça sera soit oui, soit non. Alors, c'est ce oui. que j'allais dire, quelle est la Bah, vaut demande mieux la que ce plus... soit oui quand même. Tout à fait, tout à fait. Alors, quelle est la demande la plus folle qu'on vous a faite quelle était la requête la plus incroyable qu'on vous ait demandé? La requête la plus incroyable, réellement, c'est le jour où, oui, on peut faire un enterrement de vie de jeune garçon ou jeune fille. Et le but, c'est de venir un peu déguisé dans l'hélico. Et là, bah, on vole à côté d'un gros nounours habillé dans l'hélico. Donc c'est assez marrant, on s'en souvient. Ok, d'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a des missions, on va dire, qui t'ont marqué? Parce que je suppose que dans la diversité du travail que tu as pu faire, tu as dû croiser des situations où, comme les machines étaient différentes, les demandes étaient différentes, il y a des fois où tu t'es dit, tiens, là c'est un petit peu chaud. Alors, oui, parce on est amené à voler 2 jours, comme 2 nuits également. Alors, ce qui est très beau, c'est, par exemple, nous, on vole en région parisienne, donc ce qui est assez sympathique, c'est, par exemple, les vols très tôt le matin, où on voit le soleil se lever sur la région parisienne, avec la Tour Eiffel et ainsi de suite, et ou alors le soir, en fin de journée, avec un soleil couchant qui vous montre la région parisienne. Bah, ça, c'est des souvenirs qui restent gravés à vie dans votre cerveau, et ça, c'est splendide. Après, les missions assez marrante, c'est quand on fait partager le monde de l'hélico aux personnes qui n'ont jamais pris l'hélico. Et ce qu'on aime faire finalement, c'est la notion de partage, de partager pour expliquer aux gens à quoi sert l'hélico. Et quand les gens, vous voyez leurs yeux qui pétillent et le sourire à la fin d'un vol où ils ressortent, ils ont la banane, bah finalement vous dites bah c'est bon, mission accomplie, c'est magnifique, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il est compliqué de passer, je sais pas moi, d'un pilote d'avion à un hélico? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvais réflexes à gommer? Alors, il peut y avoir des mauvais réflexes, oui, donc ça faut faire attention. Par exemple, on va dire en avion, un moteur qui tombe en panne, bah, le réflexe c'est un peu de mettre du manche à balai en avant pour garder la vitesse ou reprendre la vitesse. Nous en hélico, c'est l'inverse. Si on avait une panne moteur, on appelle ça l'autorotation, et généralement à 90% du temps, le but c'est de mettre du manche en arrière et surtout pas, on va dire, en avant, en fonction de la situation naturellement. Donc il peut y avoir 2-3 faux réflexes. Un exemple, en avion, quand on apprend à piloter, on dit souvent qu'on conjugue du pied droit et du manche à balai à droite pour conjuguer, d'accord? Que nous en hélico, bah, on ne conjugue pas trop, on met que du cyclique à droite, mais pas de palonnier. Voilà, il peut y avoir 1 ou 2 différences par exemple. Ok. Bon, ben, en tout cas, Et là, pour un pilote là, qui voudrait devenir pilote hélicoptère, donc par quoi il faut qu'il commence? Il faut qu'il commence par la théorie, j'imagine. La théorie, c'est pas du tout la même. Il faut apprendre tout le concept de l'hélico, le fonctionnement, le rotor, tout ça. J'imagine qu'il faut tout revoir déjà. Alors, la base, quand quelqu'un dit je veux être pilote d'hélicoptère, le but c'est déjà de venir tester. Donc il peut venir dans une société comme la nôtre, par exemple Mont-Blanc Hélico à Paris, en région parisienne. Il vient nous voir et on discute un peu avec lui et là on va lui proposer la prestation qui s'appelle le vol d'initiation. Donc le vol d'initiation, la personne va être assise à l'avant droit, nous l'instructeur on va être assis à l'avant gauche.
On est comme à l'auto-école, les doubles commandes sont montées aussi bien à droite que montées à gauche. Nous faisons un petit briefing de X minutes pour expliquer un peu les connaissances de la machine. En fonction de la personne, est-ce qu'elle a déjà des connaissances ou pas, on fait des connaissances un peu plus poussées ou pas. Et là, on part en vol pour 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et le but, c'est de faire les exercices de base et que la personne se rende compte des sensations de pilotage, de sensibilité des commandes. On revient, et là, généralement, la personne elle a le sourire jusqu'aux oreilles et elle dit « Waouh, c'est grandiose, oui, je veux faire de l'hélicoptère ». Donc la personne revient, et après, on va passer en mode leçon numéro 1, leçon numéro 2, etc., comme à l'auto-école. En parallèle de tout ça, oui, on va ouvrir les bouquins parce qu'il ne faut pas oublier le côté théorique également. Il y aura les modules à passer, d'accord? C'est un examen d'État, c'est comme l'examen du permis de conduire. Donc c'est un vrai examen, donc il faut lire les bouquins avant de passer la théorie. Météorologie, réglementation, navigation, performance, etc. Donc il y a différents modules à passer. On s'entraîne, on passe la théorie. En parallèle, on continue les vols et après c'est parti. Dans X mois après, elle sera brevetée, pilote privé et ou pilote pro et ainsi de suite. Okay. Il y a combien de modules dans la partie hélicoptère? Alors, la réglementation a beaucoup bougé. Dans le temps, il y avait 5 modules. Après, on est passé de 5, on est passé à 2. De 2, on est passé à 9. Voilà, donc en fait, tout est divisé là de nos jours en fonction de tout ce qui est connaissance générale, réglementation, facteurs humains, météorologie, navigation, si je ne l'ai pas cité, etc. Et donc, il y a ces X modules à travailler. Donc, il faut lire les bouquins. Voilà. On s'entraîne également sur Internet et on passe l'examen en fonction des régions. Ok. Et toi, tu es examinateur? Parce que il y a un examinateur aussi qui monte et qui vérifie si tout est ok. Alors tout à fait, donc on devient examinateur en fonction après de l'expérience acquise, etc. Donc moi c'est mon cas. Donc l'instructeur, 1 ou 2, 3 instructeurs forment la personne. Et après, dans tous les cas, comme le permis de conduire à la voiture, il y aura un examinateur final qui contrôle la personne après un petit examen théorique oral et la prestation pratique en vol. Ça va être un exemple on va lui donner une navigation à faire et le but c'est de vérifier que la personne sait gérer sa machine en toute sécurité, qu'elle sait gérer sa navigation, sa météorologie, sa radiotéléphonie et qu'elle puisse gérer son vol de A à Z en toute sécurité. Et si l'ensemble est concluant, que la partie théorique, question orale, est gérée correctement et la partie vol, l'examinateur délivre le brevet et à la fin on sort la bouteille de champagne et on boit l'apéro. Ah bah super, c'est un peu comme un avion ça pour le coup, c'est un point commun. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une tradition? Est-ce qu'il faut arroser les pilotes ou pas du tout? Attends, j'ai pas compris. Non, répète ta question, pardon. Est-ce qu'il y a une tradition, comme par exemple nous, quand on lâche un élève en solo, on l'arrose avec un seau d'eau? Est-ce que pour les hélicos, c'est pas? Oui, ça peut arriver. Je sais très bien qu'à l'époque du lâcher solo, on a le droit au gros seau d'eau bien froid qui nous réveille les idées. Alors ça se fait moins dans le monde de l'hélico, mais ça peut se faire en fonction des écoles, tout à fait. Allez, tu vas toi en fait avec les élèves? Oh, il y en a quelques-uns, ils ont morflé en ce moment. Écoute. Mais il fait chaud, alors ça va. La prochaine fois que tu passes à Mont-Blanc, on chargera le seau d'eau bien froide et on t'arrosera. Tu vas prendre. Voilà. Je viendrai avec plaisir le recevoir. Tout à fait, tout à fait. Petite question, tu parlais tout à l'heure, ça m'a fait un petit tilt. Pourquoi le pilote il est à droite et pas à gauche, puisque c'est l'instructeur qui est à gauche, alors qu'en avion, c'est l'inverse. Exactement. Donc si on prend un DR400 par exemple, le pilote, le commandant de bord est à gauche et la passagère, le passager, l'instructeur est à droite avec les doubles commandes montées. Nous en hélico, c'est l'inverse sur, allez, on va dire 98% des hélicos. Le pilote est à droite et le passager ou l'instructeur est à gauche. En fait, c'est une question de base, c'est une question de construction, de tringlerie, le pilote d'hélico tient le pas général avec la main gauche, la commande qui sert à monter et à descendre, la commande donc le pas général qu'on appelle également le collectif. Et comme les tringleries sont centrées au milieu de la cabine, de base par construction, pour simplifier, puisque c'est une question de masse, de poids, on a donc placé le pilote à droite, qui tient aussi la main, avec sa main droite le cyclique. Voilà, mais c'est une question de construction. Mais sur, par exemple, un hélico, le C-130, le pilote d'hélico peut être à gauche. Et là, on l'a mis à gauche, parce que cet hélicoptère était prévu par exemple pour faire du transport de passagers et que le pas général, la commande qui sert à monter à descendre, ne gêne pas les personnes qui montent dans l'hélico, ne soit pas gêné et donc ça évite que les personnes qui montent touchent la commande. Ok, d'accord.
Bon, merci pour la réponse. Ouais, c'est très bien. Quand on va démarrer une formation, après je pense qu'on parlera aussi un petit peu des coûts pour comparer un peu avec l'avion. Quand on démarre une formation, quels vont être un petit peu les points bloquants, communs, on va dire, que peuvent rencontrer des pilotes jeunes ou moins jeunes? Alors, les points bloquants, que ce soit une formation planeur, avion, hélico ou ULM, finalement, il faut du temps, il faut se rendre dispo et faire une formation assez assidue. Le but, nous, ce qu'on conseille réellement, c'est au moins 2 séances par semaine. Pour que les séances se suivent de manière pédagogique. Le but, c'est pas que la personne revienne dans 3 semaines, parce que sinon, il faut réapprendre ce que l'on a vu il y a 3 semaines avant. Et finalement, on perd du temps, et toute perte de temps, c'est une perte d'argent également. Donc, il faut faire des formations continues, assez régulières, et en parallèle de ça, lire les bouquins, parce qu'il y a plein de gens qui sont contents de partir en vol, ils volent, et puis ils oublient un peu d'ouvrir les bouquins. Mais si on veut que la formation se fasse de manière synchronisée, essayer de voler tout en étudiant les bouquins en parallèle chez soi aussi à la maison, pour que les deux soient faits en parallèle. Ok. On peut parler aussi des coûts. On sait qu'aujourd'hui, on va dire pour un pilote privé, c'est, je sais pas, 20 000 euros, quelque chose comme ça, un peu moins. Ouais, il faut compter 10-15 000 euros et à peu près une cinquantaine d'heures. C'est 45-50. Voilà. Bon, en gros, en hélico, donc on va dire il faut compter environ 50 heures, 55 heures de vol pour être breveté généralement. Le coût va dépendre de la machine que vous utilisez. Hein. Si vous faites une qualif sur un cabri, ça va pas être la même qu'un qualif sur un R44 par exemple, parce que le coût va dépendre du prix de la machine. Mais un budget d'hélico, on varie entre 28, 30 000 euros pour un PPL par exemple. Alors, c'est un peu plus cher parce que... de la machine, réellement. Ouais, c'est un peu plus cher parce que c'est plus complexe finalement qu'un avion. Oui, en fait, réellement, puis déjà, faut pas oublier que malheureusement, depuis 3-4 ans, de toute façon, on peut le citer, mais le coût de la vie a augmenté. Hein, il y a eu le Covid vers les années 2020 et tout a augmenté. Hein, le coût des assurances, le coût de la maintenance, les pièces des constructeurs ont augmenté. Finalement, le coût de la vie coûte cher et tout ça fait que malheureusement, le coût des formations augmente. Mais comme partout, si on veut résumer ainsi, quoi. Ok. Donc voilà, c'est l'ordre de budget 25-30 000 euros pour faire... alors, quelqu'un qui est breveté avion, par exemple, qui dit moi je veux passer hélico, est-ce qu'il y a de la reprise d'heures? Est-ce qu'on va utiliser son expérience? Et de combien à peu près quelqu'un qui est déjà breveté peut gagner de temps sur une formation? Tout à fait, tout à fait. Quelqu'un qui est déjà en possession d'une licence réglementaire, donc une licence PPL-A avion, il aura 2, 3, 4 modules à pas repasser, puisque finalement certains modules restent les mêmes, hein, communication, facteur humain, etc. Et il va déroger également, on peut lui offrir, on va dire, j'arrondis, mais une dizaine d'heures de vol. Après, ça va dépendre, voilà. Donc, de l'expérience acquise en avion peut permettre à passer une licence d'hélico un peu plus rapidement, tout à fait, et donc un budget un peu moindre. Oui, ok. Et après, les gens ils viennent un peu comme dans un aéroclub, c'est-à-dire qu'ils réservent l'hélico en disant tiens, c'est dimanche, j'allais me faire 1 heure et puis voilà, c'est parti. C'est exactement ça. En fait, les gens généralement se renseignent par Internet. Hein. Ils regardent un peu d'eux-mêmes, ils nous appellent, ils viennent nous rencontrer. C'est important de venir rencontrer les personnes sur place pour leur montrer les machines, rencontrer les pilotes et ainsi de suite. Et après, il y aura le premier vol, la première mise en contact avec la machine et le premier vol. Et après, plus si affinité, quoi. Ok. Alors, il y a Vince apparemment qui nous disait qu'il avait fait du R22 avec son instructeur qui était pilote de la carte au trésor, l'émission de télé. D'accord. Voilà, et qui faisait aussi du simulateur avec la bille qu'il fallait tenir en équilibre. Tout à fait, exactement. Et c'est ça. Alors, c'est quoi ce petit exercice ? Alors c'est un petit simulateur, donc un manche, une sorte de plateau. On passe un plateau qui doit faire 30 cm sur 30 cm. Le but c'est de mettre la bille au milieu et on tient le manche avec la main droite. Et le but c'est que la bille reste au milieu, par exemple, du grand plateau, là, 30 cm par 30. Et le but après c'est de se déplacer à chaque coin du carré. Et ça montre, parce que la bille sera sensible, elle a envie de bouger la bille. Et le but c'est que la bille ne tombe pas par terre. Et donc ça résume très simplement la sensibilité, la sensation de piloter un hélico en tenant le manche. Et c'est réaliste. On ne peut pas dire que c'est réaliste, mais c'est utile pédagogiquement.
Ça permet de comprendre est-ce qu'après ça va être utile ou pas. C'est une sorte d'ébauche. Ça permet d'expliquer ce que les sensations de sensibilité vont être. Ouais. Après, il ne faut pas oublier que dans la vraie vie, se rajoute le vent, le centrage de la machine. Est-ce qu'on est lourd de l'avant, plus lourd de l'arrière? Donc, en fait, si vous voulez, après, il faut vivre en soi le vol en live, quoi. Ouais. Vince, voilà, il nous dit, pour moi, c'était très utile de son point de vue. Oui, mais bien sûr, non, mais il a raison, ça aide complètement, quoi. Mais tout aide en fait, réellement, même de nos jours, tout peut aider. Les jeux que l'on connaît tous sur ordinateur, moi à l'époque, j'en ai fait beaucoup à l'époque de l'adolescence, et ça m'a permis d'acquérir une certaine connaissance qui m'a servi X années après. Donc finalement, de commencer très jeune, dès l'âge de 10 ans, par tout ce qui est simulateur un peu sur ordinateur, quelqu'un qui est passionné, qui veut en faire une carrière 10 ans après, bah oui, ça sert. Ok, bah voilà, allez chercher des DCS et compagnie pour faire de l'hélico. Si ça vous passionne, hein. Au contraire. Question de Philémon, la poignée de gaz et le pas collectif, il y en a sur les deux côtés pour l'instruction ou elle est au milieu et commune à tout le monde? Alors, si on prend l'exemple du Cabri, par exemple, ou plein d'autres hélicos, le pilote de droite, donc l'élève pilote, là, si on le cas de l'école, aura ses propres commandes, donc il aura son pas général avec sa main gauche, le cyclique avec la main droite, et l'instructeur à gauche, sur le siège de gauche, aura lui sa propre commande de pas collectif, de pas général, et aura également sa propre commande de cyclique. Donc chacun sa propre commande. Oui, dans certains avions ou certains ULM, il peut y avoir qu'une seule commande, un peu en mode central, mais dans le monde de l'hélico, non, c'est chacun ses commandes. Ouais. Et Vince qui nous dit, effectivement, on pilote sur une pièce de 2 € de précision. Tout à fait, c'est ça. Ok. J'avais une autre question, puis je l'ai oubliée. Ah, je peux pas beaucoup t'aider là. Si je suis pas dans ta tête, Sébastien. Non, mais oui, mais je sais, mais j'essaie de me souvenir. Ça va revenir, parce que je l'ai eu en lisant le chat. Je rappelle d'ailleurs au chat que si vous avez des questions, posez-les. Hein. Oui. Moi, j'avais demandé s'il y avait un âge minimum pour commencer. Parce que souvent, les jeunes, par exemple, en avion, on leur dit l'avion c'est trop tôt, commencez par du planeur. Mais là, en hélico, il n'y a pas de parallèle. Alors souvent on dit ça parce que oui, on peut être breveté planeur avant la licence avion, mais en soi, rien ne nous empêche de faire un premier vol avec un instructeur à l'âge de 12 ans, 13 ans, etc. C'est juste que il faut que la personne soit consciente pour que tout se passe le mieux possible. Réellement, après, il y aura le lâcher solo, donc en planeur, de mémoire, je crois que vous pouvez le faire à 15 ans, et breveté à 16 ans. Et après, en avion, on peut être lâché avion à 16 ans et breveté à 17 ans. En hélico, c'est pareil, hein, on peut être breveté à 17 ans et lâché à 16 ans. Donc en fait, finalement, on peut être breveté avant le permis voiture, finalement. Moi, à l'époque, j'étais breveté planeur et breveté avion avant le permis voiture. Ok. Bon, maintenant, ils ont mis les voitures aussi, le permis à 17 ans, mais voilà, bref. Ouais. J'ai retrouvé ma question. Ah. Oui, je voulais revenir sur un petit peu d'aérodynamie. Ah mais voilà, ça y est, Voilà. tu vas les revenir. Il y a des hélicos, on a vu la photo du Cabri tout à l'heure, il y en a qui ont 2 pales, il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont plus. Et puis, ils n'ont pas tous la même forme, la petite hélice qu'il y a derrière. Oui. Il y en a où c'est caréné, d'autres où on voit les hélices directement. Est-ce que tu peux nous vulgariser un petit peu ces différences et pourquoi c'est comme ça ? Alors tout à fait, donc ça de base c'est un choix constructeur. Le constructeur va choisir en fonction de l'hélico qu'il va construire, est-ce qu'il va mettre un bipale, un 2 places, ou alors est-ce qu'il va mettre un 3 pales ou un 4 pales. Ça on peut le comprendre, plus l'hélicoptère est lourd, ça permet de diviser la masse par pale. Si un exemple, un Cabri fait 700 kg, ça permet de mettre en gros 350 kg par pale. Si vous avez un hélico qui pèse 2 tonnes et quelques, là plus vous allez mettre de pales, ça va diviser les 2 tonnes en 3 pales, 4 pales, etc. Donc ça, voilà, là on peut le comprendre déjà, question de kilos par pale. Après, pour le rotor anticouple à l'arrière, donc il y a le rotor anticouple non caréné ou alors le rotor anticouple de type fenestron, donc caréné. Donc pareil, ça va être un choix constructeur en fonction d'un brevet également. Mais en gros, il y a différentes propriétés. Par exemple, un fenestron peut consommer plus de puissance qu'un rotor anticouple moins. Par contre, des fois, un fenestron, ça permet de protéger un peu des obstacles, par exemple. Mais ça peut être aussi performant en croisière pour aller un peu plus vite. Donc ça va dépendre de la machine utilisée et de ce qu'on veut en faire réellement. Ok. C'est intéressant. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, parce qu'on parlait de plateau tout à l'heure, le rôle du pilote, ça va être quelque part de piloter ce plateau, de l'incliner dans le sens où il veut se déplacer.
Oui, le rotor, les bipales, 3 pales, 4 pales, forment une sorte de disque, ça forme un plateau. Ce plateau, les pales bougent avec des biellettes, on peut augmenter le pas de la pale, d'accord? On modifie l'angle. Le but, c'est de créer un vecteur force pour aspirer l'air au-dessus et la cracher en dessous et ainsi de suite. Et en fait, réellement, quand un hélico vole, si on peut dire que l'hélicoptère, le rotor tourne à 400 tours minute, la pale va changer de position, on peut dire 400 fois par minute. Donc quand vous voyez un hélicoptère passer au-dessus de vous, les pales en fait font quick, 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 quick en permanence avec un système de rotule pour avancer, reculer, partir à droite ou partir à gauche. Ok. Alors tu parlais tout à l'heure de l'autorotation, parce que ça aussi, en avion, il y a des idées préconçues. Il y a des gens qui pensent qu'à partir du moment où les moteurs s'éteignent, l'avion il tombe comme une pierre. On imagine que non, parce qu'il y a des ailes sur l'avion, mais il n'y en a pas sur l'hélicoptère. Tu parlais de l'autorotation, c'est pareil finalement pour un hélicoptère, il ne va pas tomber comme une pierre. Oui, il parlait du manche en arrière aussi, ça m'intéresse cette histoire de manche en arrière plutôt que de manche en avant. Exactement. En fait, un hélicoptère, les gens ne le savent pas, mais un hélico, ça plane. Donc, alors par contre, ça n'a pas du tout la même finesse qu'un planeur ou qu'un avion, hein. En planeur, on peut parler de finesse 40, finesse 50, finesse 60. Donc, ça veut dire qu'un planeur peut parcourir 60 km, on va dire, à 1000 mètres. Un avion, si on peut dire, il a une finesse de 8, une finesse de 10, donc il va parcourir 8 km à 1000 mètres. Nous, l'hélico, on peut dire qu'il a une finesse de 3 ou de 4. C'est-à-dire que s'il a une panne moteur à 1000 mètres d'altitude, l'hélico va parcourir 3-4 km, en fonction du vent, en fonction de plein de choses. Mais donc un hélicoptère, ça plane, ça ne tombe pas comme un caillou. Pendant qu'il plane, le rotor principal au-dessus continue à tourner parce qu'il est alimenté par l'air qui traverse le rotor, comme une éolienne peut tourner, qui fait tourner le vent, qui fait tourner le rotor de l'éolienne. Donc puisque le rotor tourne, donc le rotor continue à nous porter. Comme il nous porte, certes on descend, mais on arrive à atténuer la descente. On arrive dans une autorotation à aussi bien faire des virages à droite que des virages à gauche et ainsi de suite. Le but après, c'est de trouver un champ ou une route pour se poser en toute sécurité, et on se pose, et puis après on appelle un taxi, on rentre en voiture, tout simplement. Okay, d'accord. Et on se pose court, parce qu'on sait que les avions, des fois il faut 50, 100 mètres pour se poser. Alors, la distance va dépendre un peu de la masse de l'hélico, du vent. Est-ce qu'on aura réussi à trouver un champ ou une surface adéquate avec un vent de face ou pas? Mais elle peut être de 0 mètre jusqu'à 20 mètres, 30 mètres. Ça va dépendre en fait de la surface du sol. Ok. Bien. Écoute, là j'ai encore des questions qui arrivent. Ouais. Par contre, je vois qu'il est 22h. Je vous propose de tourner la dernière page de l'émission parce que ça avance, mine de rien. On ne voit pas le temps passer. Et puis de poser vos dernières questions dans le chat et on les aborde avec Jérémy, qui est notre invité ce soir. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite! Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Allez, les 5 dernières minutes de l'émission, 5-10 dernières minutes. N'hésitez pas à poser vos questions à Jérémy qui est avec nous. On a parlé LICO, on a parlé formation. Cynthia, tu as posé des questions sur l'aspect... plutôt caractéristique de chaque hélico. Ouais. T'aimerais bien passer ton bon hélico? Moi, ça me plairait, ouais. Surtout pour l'aspect un peu médical, tout ça. Le secourisme, ça me plaît beaucoup. Ouais. Moi, j'ai fait une fois un simulateur de HC-135. C'est une catastrophe. Ça t'a pas plu? Voilà, donc... Après, je préfère venez nous voir à Toussus, venez nous voir à Toussus, vous allez voir, c'est grandiose. Il y a un centre à côté en plus, donc il faudrait aller faire un tour. Mais pourquoi pas, on note ça. Puis moi j'ai un seau d'eau à aller chercher quand même, donc il faut que j'y aille. Tu vas pas le louper celui-là. Voilà, mon collègue Bruno vous accueillera avec plaisir. D'accord. On a 2 questions là. La première c'est, donc comme tu es pilote avion et instructeur voilure tournante, est-ce que tu as essayé l'autogire? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je n'ai pas eu la chance de faire un vol d'autogire. Pourtant, c'est pas les occasions qui m'ont manqué. Pourtant, j'ai fait pas mal de choses quand même dans ma vie. Mais l'autogire, c'est un autre type de vol. Moi, oui, j'ai confiance. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de la machine, où elle est basée, etc., qui la pilote. Mais j'ai envie de dire, depuis une quinzaine d'années, les autogires sont de plus en plus répandus. Donc ça, c'est de la classe des ULM, par exemple, les ultra-légers motorisés. Mais oui, la technologie a quand même pas mal augmenté. Les machines sont belles et performantes. Donc en soi, j'ai confiance.
Après, ça dépend sur est-ce qu'elle est vieille, est-ce qu'elle est jeune, la machine, avec quel pilote, etc. Ça, faut voir. Et au niveau aérodynamique, c'est pas tout à fait la même chose qu'un hélico? Alors, c'est un peu différent. Le rotor, il peut être entraîné, on va dire, au début, mais après, il continue à tourner de manière libre. Donc, c'est le vent relatif qui continue à faire tourner le rotor. Et comme il tourne, donc ça porte, c'est une sorte d'aile. Donc, les ailes tournent et l'autogire vole. Et il y a une petite hélice à l'arrière avec un moteur qui fait, ça fait la propulsion et ça permet à l'autogire d'avancer. Donc, finalement, un autogire, enfin, si j'ai bien compris, on peut pas faire de stationnaire. Alors, officiellement parlant, un autogire ne maintient pas de stationnaire. Par contre, si maintenant tu lui mets un vent de face de, je sais pas, 20 nœuds, 30 nœuds, 40 nœuds, là, oui, il pourrait faire un stationnaire. Après, il faut comparer tout ce qui est vitesse air, vitesse sol, etc. Oui. Oui, moi je parlais plus de vitesse air, parce qu'un hélico en vitesse air, il peut rester sur place. Ah il te fera un vrai stationnaire, un vrai truc. Ok. Cette question aussi de Philémon, comment est pratiqué l'enseignement de l'autorotation? Est-ce que tu peux nous expliquer un exercice pratique que tu peux faire aux élèves? Alors déjà, avant de pratiquer l'autorotation en réel, on aura forcément fait le cours au sol, le briefing, pour ne pas faire peur à la personne. Il faut que la personne comprenne les réactions sur les commandes, la sensation de descente, ce qu'il faut faire pendant la descente, et après le but c'est de trouver un champ pour se poser en toute sécurité. Donc on étudie par phase l'autorotation. Première phase, il y a le réflexe panne à maîtriser par cœur. Après il y a la deuxième phase, il y aura tout le vol autorotatif, savoir tourner à droite, tourner à gauche, se rallonger, se raccourcir. Et après en troisième phase, on peut avoir faire le flair pour diminuer la vitesse verticale avec la fameuse vitesse horizontale qu'on aura acquise. Et après, on va dire la quatrième phase, ça va être le fameux poser pour se poser en toute sécurité. Ok, voilà. Et ça s'apprend, voilà. On ne fait pas une autoroute en une seconde, hein. Ça s'apprend séance par séance, quoi. Oui, c'est quelque chose qui est très progressif. Tout à fait. C'est comme savoir faire un créneau en voiture, c'est pareil. Voilà. Philémon, il va pouvoir apprendre à faire des autorotations. C'est parfait. Là, je me sens chaud, Philémon. Oui, ils sont tous chauds. Regarde, Freefly qui nous dit qu'il a de nombreux vols sur Écureuil, Lama R44 en Pax. Et en fait, c'était pour aller se poser sur la DZ d'un restaurant en montagne. Voilà. Il va au restaurant de l'hélicoptère, c'est beau. Ça sert à ça. Bon appétit. Ça sert à ça, c'est ça. Et il y a Vince qui dit aussi qu'il a été lâché, apparemment, et qu'il n'en menait pas large, puisque son instructeur l'a largué en disant il a fait 2 tours, tu me déposes, il est reparti tout seul. Et c'est ce qu'il dit aussi, et je pense que tu pourras nous confirmer, Jérémy, si c'est tes élèves, ça fait la même chose. Il dit j'ai cherché l'approbation de l'instructeur pendant toute la finale, mais j'étais tout seul à bord. Tout à fait. Et quand l'hélicoptère descend du petit hélicoptère qui a servi pour l'école au début, quand les 80 kg de muscles de l'instructeur descend, oui, le centrage change et donc le centre de gravité de l'hélicoptère bouge et donc l'élève va avoir une sensation aux commandes différente et un peu plus légère et donc c'est un peu perturbant au début. Il y a vraiment une sensation aux commandes différente? Oui, la position du cycliste sera pas la même puisque quand l'instructeur descend, ça se sent quoi. Ah ok, il corrige parce qu'en fait c'était pas en hélico, c'est en avion, mais finalement, du coup c'est à peu près la même chose. Hein. Le lâcher c'est à peu près pareil. En termes de temps, si on revient sur la longueur de formation, tu parlais tout à l'heure d'une 50aine d'heures, 2 heures par semaine. Il faut compter combien de temps entre le moment où la personne débute et le moment où elle peut envisager d'être brevetée? Alors, le rythme va vraiment dépendre de la personne. Est-ce qu'elle veut elle se rendre disponible? C'est une question de temps. Est-ce qu'elle va se rendre disponible pour faire ça sur 3-4 mois ou est-ce qu'elle va étaler sa formation sur 8 mois, 1 an et demi? Donc la personne, voilà, le rythme qu'il donne, c'est la personne. Après, un jeune de 18 ans, les connaissances vont rentrer plus facilement qu'une personne, pourtant on n'est pas vieux, hein, qu'une personne de 40 ans ou 60 ans. Mais voilà, plus on est jeune, plus le cerveau est frais et il va pouvoir emmagasiner très rapidement les informations. Donc le temps finalement, il va dépendre de la météo, de l'élève et aussi il ne faut pas oublier la partie théorique parce que le but en parallèle, il faut lire les bouquins et valider la partie théorique. Ok. Question de coût aussi, nous dit Vince évidemment. Hein. Pour le boulot aussi. Ah oui, Freefly qui bossait pour le boulot, pour des visites de ligne haute tension ou basse tension, ou construction de ligne aussi.
Par exemple, tout à fait. C'est des choses que toi, tu as pu faire, tous ces types de travail-là? Ouais. Alors moi, je n'ai pas monté des poteaux, mais en gros, oui, surveillance de ligne, ça, on est amené à faire, tout à fait. Ok. Bah écoutez, on a déjà répondu à pas mal de questions. Si vous voulez en poser encore quelques-unes, allez-y, le temps qu'on parle du programme. On n'a pas eu 5 subs. Pas de programme. On n'a pas eu de 5 subs, donc on va juste parler du programme de ce mois. Non, c'était la règle. C'était la règle. Pas de sub, pas de programme. Donc voilà, on parle juste du mois de mai, donc les prochaines émissions. Tant pis. Ouais, bah, Judo il se marre, bah oui, mais c'est comme ça. Alors, on l'avait dit. Jérémy, tu restes avec nous, on te retrouve juste après. On va parler donc du programme de la zone aéro pour la prochaine ou les prochaines émissions. Alors voilà, normalement ça va apparaître, c'est parfait. On commence par mercredi prochain, d'ailleurs on termine quelque part par mercredi prochain, puisque ce sera le mercredi 28 mai à 20h30. On abordera une chaîne YouTube qui parle aussi d'aviation, c'est la chaîne Cockpit, et c'est Jean-Hugo qui sera avec nous, c'est le fondateur de cette chaîne, et il viendra nous expliquer pourquoi il a construit cette chaîne et sa communauté, comment est-ce qu'il crée ses contenus, comment est-ce qu'il fabrique ses émissions, et vous pourrez discuter avec lui, lui poser des questions, voilà, et en même temps découvrir une nouvelle chaîne aéro, entre guillemets. Voilà. Ensuite, eh ben oui, il y a le 30 mai. Donc c'est le vendredi 30 mai. C'est pas le lundi. C'est pas le lundi, c'est le vendredi 30 mai, donc c'est vendredi de la semaine prochaine. Oui. C'est Push to Talk, je savais qu'il restait un Push to Talk, avec toute l'équipe de... Oui. De cette semaine. C'est de cette semaine. Oui, donc parce qu'on est lundi. Oui, on est lundi. Donc mercredi... en fait, il y a 3 émissions cette semaine. Oui. Il y avait ce soir, il y a mercredi... Tu vas y arriver. Voilà, avec Jean-Hugo Roux qui viendra nous voir. Et on lui posera des questions. Oui. Et puis vendredi, il y a l'équipe de Push to Talk qui devrait retrouver tout le monde avec cette possibilité pour vous de venir discuter en direct avec les chroniqueurs. D'ailleurs, j'ai mis dans le Discord, c'est pas dans le Discord, c'est un lien maintenant qui est directement transmis dans le chat. Voilà, donc ça c'est le programme de la zone aéro. Et puis mercredi, vous aurez le programme du mois de juin. Si on a des subs. Ou si on a des commandes de tasses de la zone. Mais carrément, toi tu le mets sur toutes les séances. Bon, ok. Voilà. Bien. Je vends le produit là. Moi, c'est comme pour mes élèves. Je leur dis, si vous ne faites pas comme ça, pas de récompense. C'est pareil. C'est toujours pareil. D'accord. Ok. Allez, on retrouve Jérémy pour le mot de la fin et c'est quelques questions. Il y a 3 questions qui ont été posées. Je vous propose de terminer par tout ça. Première question intéressante, c'est vrai, Vince, sur le marché de l'emploi. Quel est le marché de l'emploi actuel en pilote d'hélico? Alors, c'est très simple, vous allez rire, mais les sociétés, les compagnies hélico cherchent des pilotes d'hélico. Donc, si quelqu'un est passionné et rêve de faire ce métier, il faut se lancer. Parce que réellement, moi je suis entièrement civil, je ne suis pas du tout ancien militaire. Et à l'époque, pareil, les gens me disaient « Ouais, mais tu sais, est-ce que ça va être compliqué de trouver du travail ?» Finalement, j'ai même pas eu 1 mois ou 2 mois d'attente, j'ai trouvé du travail très facilement. Donc quelqu'un qui est motivé et qui a ça et qui porte ça sur le cœur, il faut y aller, mettre un premier pied et mettre un deuxième pied. Et si la personne est motivée, passionnée et qu'elle veut prouver qu'elle est prête à bosser, c'est parti et la personne va trouver du travail. Ok. Là, je repars sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il y a, tu disais le PPL, donc AH, si je puis dire, si c'est comme ça qu'on l'appelle. Et pour passer professionnel, du coup, il y a une qualification supplémentaire? Ou on peut directement passer comme ça en pro? En fait, c'est comme l'avion. Soit on fait une licence pro dès le début, ou on fait une licence privée et après la licence pro. En fait, ça dépend. En fait, ça dépend de chacun, mais tout est faisable en fait. Voilà. Ok. Et les conditions de travail, ça dépend? Et les conditions de travail, en gros, en fonction des vols que l'on fait, pilote d'hélico dans une école ou pilote de SAMU, après, c'est soit on est en CDD, soit on est en CDI. En fonction du lieu, on peut être pilote en France, pilote à l'étranger, on peut voler à La Réunion, on peut voler en Guyane, en fonction de chacun. C'est chacun va après choisir sa vie qu'il veut mener, quoi. D'accord. On salue l'équipe de Ilisure qui vient d'arriver avec 20 personnes. Merci beaucoup les amis. Vous arrivez sur la fin, on est dans la dernière ligne droite de l'émission. On a Jérémy qui nous fait le plaisir d'être avec nous depuis le début de ce live.
Il est pilote instructeur hélicoptère. On a parlé d'hélicoptère, de son application, des formations. Très intéressant. Merci beaucoup, Vince. Hein. Merci bien, en tout cas, de venir. Et merci pour le raid Ilisure. Merci beaucoup. Et Vince qui demandait s'il y avait un âge maxi pour devenir pro. Alors, l'âge maxi, en soi, oui et non. Déjà, il faut passer la visite médicale de classe 1, la visite qui est commune à tout ce qui est, on va dire, pilote de ligne, etc. La classe 1, ça permet d'être pilote professionnel. Dans tous les cas, pour faire après du transport de personnes, on va être limité à 60 ans. Donc, le SAMU, 65 ans, mais rien n'empêche de commencer une licence privé ou pro à 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans ou 45 ans, voire 50 ans. Mais après, il faut pas oublier que l'aptitude, bah oui, vous allez vieillir, donc peut-être vous allez voir moins clair ou moins entendre. Donc la première visite d'admission, qui est la plus dure, bah faut la passer. Donc plus vous êtes jeune, plus c'est facile. Plus on est un peu plus âgé, bah, ça sera un peu plus délicat. Ok. Après, ça dépend de la santé de chacun. Ouais. Très bien. On salue Vigo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vince, donc ça embauche, on a parlé. Quels sont les qualifs minimales pour être employable et avoir un ordre d'idée de salaire? Alors, en gros, les qualifs en sortie de formation, généralement, on va avoir une qualif R44, par exemple, hélico 4 places. Ou, en fonction de chacun, la personne peut avoir une qualif écureuil, ou etc. Donc, après, c'est en fonction de la société qui va chercher des pilotes, qui va regarder les CV des pilotes, en fonction de leur expérience également. Il y aura un premier entretien qui va être fait, et le pilote peut être embauché ou pas, ça dépend. Les salaires, donc on a une convention collective, hein, les salaires au début, je vais dire des chiffres à peu près, pas à l'euro près, mais on va comprendre. Au début, on va démarrer une carrière à 2200 € par exemple, et en fonction de votre expérience, après vous allez passer à 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, et ainsi de suite, en fonction des qualifs. Et il n'y a pas forcément de chiffres spécifique, ça va dépendre de l'expérience acquise, du nombre d'heures de vol, donc il n'y a pas forcément de règles écrites à 100%, quoi. Ok. Et puis cette dernière question de Philémon, est-ce que, après donc question de Vince, si tu veux dire un petit mot sur le vol tactique des hélicoptères de l'ALAT. Alors, les vols tactiques, donc dans l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, c'est une branche de l'armée de terre, donc qui possède pas mal d'hélicos. Le vol tactique, en fait, le but, en gros, c'est de voler sous 50 mètres sol pour être le moins visible possible. Alors, nous, on n'en fait pas dans le monde civil, donc le vol tactique, c'est vraiment amené spécifique à l'ALAT, aux hélicos militaires. Et le but, c'est de voler bas pour être le moins visible possible pour l'ennemi, être le moins détectable possible également par rapport au radar. Et après, le but, c'est d'éviter soit les missiles sol-air ou air-sol, ça va dépendre. Et donc, pour se cacher, ils font du vol tactique, tout à fait. Mais donc, l'hélico peut vite être dangereux parce que les obstacles sont là, les lignes électriques, les arbres. Donc, c'est un vol qui est assez exigeant. Oui, puis nerveusement, ça doit être stressant aussi à vivre. Tout à fait. Faut l'aborder. Toi, quel est on va dire une mission justement un petit peu stressante que tu as pu faire tout au long de ta carrière, dont tu te souviens encore? Les missions un peu stressantes, ça peut être des vols soit avec des conditions météorologiques moins bonnes que d'habitude, et ou des vols de nuit avec des conditions météo qui se dégradent un peu, mais toujours dans un cadre réglementaire toujours respecté, hein, mais où les repères peuvent changer, et donc notre visuel peut changer, et donc là ça fait réfléchir un peu le cerveau, quoi. D'accord. Et allez, cette dernière question, Vince qui dit « J'ai entendu dire que le dos prenait très cher pour le pilote d'hélico. C'est vrai ou alors c'est quelque chose qui date d'un temps assez ancien ?» Alors, c'est vrai pour les anciennes machines. Les anciennes machines, le niveau en vol n'était pas le même niveau vibratoire que les nouvelles machines. Donc, de nos jours, les machines sont assez récentes. Donc, tout ce qui est vibration, et quand même, ça a été beaucoup atténué là en les dernières 30 et 40 dernières années. Après, c'est à chacun de s'entretenir, de faire du sport et de se maintenir avec un dos droit et d'entretenir son dos pour minimiser ce côté vibration. Mais les machines récentes sont beaucoup moins touchées par rapport à il y a 50 ans. Ok, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Jérémy pour toutes tes réponses et puis pour avoir répondu sans filtre.
Je Ouais. pense que Avec c'était plaisir. intéressant. Et puis, pour toutes celles et ceux qui souhaitent avoir des infos sur la formation hélico, je pense que vous avez été servis. Moi, j'ai appris beaucoup de Voilà. choses que je ne savais pas sur l'hélico. On apprend toujours des choses, c'est Ah. l'objectif. Si on n'apprend rien, ça sert à rien. Donc autant apprendre. Merci Jérémy. Écoute, j'espère que l'expérience t'a été agréable. Tout à fait, mais avec plaisir, enchanté en tout cas, et j'espère que les personnes derrière leurs écrans ont appris pas mal de choses. C'est l'objectif. Et puis donc on viendra te voir du côté de Paris ou ailleurs un de ces jours. Trop bien, Voilà. merci à tous. Merci Jérémy, tu vois, donc tu as des fans. D'ailleurs, vous avez des points de chaîne, les amis. Vous pouvez remercier les invités en déclenchant Les les petits applaudissements et tous ces trucs-là. C'est fait pour. N'hésitez pas. Vous pouvez les utiliser, en abuser. Il y en a même qui veulent que tu reviennes. Ouais. Et ils disent, Et elle revient avec sur la plaisir, zone. tout à fait. Ils Ça y est. applaudissent. Ils applaudissent. Ils ont déclenché tout ce qu'il faut. On a mis le lien de Mont Blanc Hélicoptère, d'ailleurs, dans le chat. Vous pourrez le retrouver. Où vous avez une partie des informations dont on a parlé durant cette émission. Merci Jérémy, en tout cas, encore une fois. Je rappelle pour celles et ceux qui nous suivent que l'émission va être en replay immédiat pour les abonnés Twitch, notamment l'abonnement qu'il y a eu tout à l'heure, en début d'émission. Voilà. Ok. Et puis, elle sera Like. disponible dans 15 jours Je suis sur déçue. YouTube. Je suis déçue. Bah oui. Je comptais sur vous, là. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a le replay qui est sorti cet après-midi de Achille. Oui. Achille, copilote A320 Wizz Air qu'on a reçu il y a 15 jours. Ça y est, le replay est sorti cet après-midi. Merci, encore une excellente émission. Merci à toi, Free Flight. Et puis, le temps pour nous de nous quitter, donc de faire un petit récap. On rappelle donc que vous pouvez suivre les émissions sur YouTube et également pouvoir commenter les émissions, mettre un petit pouce, les relayer. C'est vraiment par vous. Voilà, merci Félémon Ah, qui vient incroyable. d'offrir un 200. abonnement à Vince. Merci beaucoup. Merci. Donc vous pouvez relayer les émissions, c'est par vous que ça passe. De toute façon, vous êtes acteur complètement de la zone aéro. Donc n'hésitez pas à faire connaître l'émission auprès de tous les passionnés d'aviation. On est là pour ça, on rappelle. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a Julot qui a posté les différents liens où on met les bandes annonces qui sont faites par notre amie Arline également. Exactement. On salue. Salut, Exactement. Le podcast, les podcasts sur toutes les bonnes plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe. La boutique, le Discord, la page Patreon, voilà, vous avez tout ça en lien. Et évidemment, vous avez aussi ça sur le site www.lazoneaero.fr avec tout ce qu'il faut. Voilà, merci Cynthia. Merci Seb, merci Jérémy, merci la modo, merci tout Voilà, le monde. nous on se voit mercredi. Merci On se voit Jérémy, mercredi. merci à la modération. On se donne rendez-vous donc mercredi soir pour la suite de nos aventures. Et n'oubliez pas, restez avec nous, puisque dans quelques instants, on va effectuer un raid. Donc on prend tous les viewers, tous vous qui êtes là, vous êtes plus d'une trentaine là. On va tous basculer sur une nouvelle chaîne. Je vais voir qui en raid pendant le générique. Donc restez avec nous pendant le générique et vous voyez les petits émotes que Julot a postés. Vous les récupérez, vous faites un copier-coller et vous les envoyez en masse sur la chaîne chez qui on arrive. Et vous On envahissez foude. l'espace. C'est ça, c'est ça. Merci à tous, bonne soirée et Bonne puis soirée. à la prochaine dans la zone. Salut. Ciao, bye bye. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission. Welcome aboard, approximately 2 hours.